Coucou. C'est le 3e épisode de Moi et mes copines et la copine du jour. En fait, vous allez l'adorer. Non mais je sais déjà que ça va être croustillant. Je suis trop contente. Je suis avec Justine Lossa. C'est moi. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Je suis trop contente. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Vous connaissez sûrement Justine sur TikTok, sur Instagram. Justine, tu es comédienne. Ouais. Tu es scénariste. Ouais. Tu es créatrice de contenu. Oui. As-tu d'autres cordes à ton arc? Podcasteuse également. Oui, c'est vrai, tu as un podcast. Et aussi, mais souvent, c'est dans créatrice de contenu, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est le du contenu contenu que aussi. tous les créatrices font maintenant. Of course. Qu'est-ce que je fais d'autre? C'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est bien, non, c'est bien. C'est déjà très Et je fais bien. un t-shirt aussi. Je sais Ah pas oui, comment c'est on peut vrai. appeler ça, mais je fais un t-shirt. Créatrice de t-shirts. De t-shirts, finalement, Oui, tout voilà. simplement. Je suis Mais trop contente que tu sois là. Merci beaucoup. Moi, je te connais des réseaux of course. On s'est croisés à une avant-première il y a Tout pas à longtemps. fait. Récemment. Récemment. On s'est vu IRL. On s'était jamais vu en Oui. vrai. Sache que, à cette avant-première, attends, je vais essayer de tourner ma phrase parce que ça va paraître pas sympa alors que c'est très sympa ce que je veux dire. Je n'étais pas sûre que ce soit toi Ouais. parce que je te trouve très belle comme ça, mais tu étais magnifique et j'étais en mode, on dirait elle, mais je peux pas être sûre à 100% que c'est elle, genre. J'étais en mode, est-ce que c'est vraiment elle? Mais parce qu'aussi on se filme sur TikTok, t'as capté en film nos narines et tout. Blabla. Là, j'étais en mode, she's so beautiful. Oh là là, mais t'es trop sympa. Et par contre. c'était toi. Me saucer comme ça. Bah, on met les gens à l'aise, tu vois, ici, dans cette maison. Donc, on s'est croisés à cette avant-première, c'était trop cool. Et, enfin, c'est trop cool, j'étais avec une pote que j'avais pas vue depuis longtemps, donc on n'a pas été très sociable à cette avant-première, pour être tout à fait honnête. Et voilà, quoi! Tout à fait. Et moi, je te suivais sur les réseaux depuis un moment. J'adore. Et je pense, est-ce que je t'avais écrit, moi, pour te dire que JTDR? Je crois que je t'avais mis un com ou quoi, un truc comme Peut-être ça. qu'on s'était dit qu'on s'adorait. Oui. Justine, est-ce que je peux dire ton âge? Bien sûr. Justine, tu as 34 ans. Ouais. C'est important dans ce podcast de... Je pensais que t'avais plus de 30 ans, mais je ne savais pas quel âge t'avais, donc j'ai orienté les questions comme ça. Donc, comme d'habitude, l'épisode va être en 3 parties. Culture du plein. Là, on va parler un peu de toi, de ton taf, de tes envies et tout. Culture du vide. Là, je vais t'enchaîner sur tes dates. Ouais. Et ensuite, un petit jeu sympa. Super. J'adore le programme. Donc, culture du vide, ça va avec les dates. C'est ça. Bah, en fait, ouais. Ok. C'est pour clasher un peu. Voilà, ça va être un peu plus con, un peu croustille. Un Tu peu veux du plus croustille, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Je ne t'ai même pas demandé ta situation amoureuse. Alors, si tu veux dire, bien sûr. Amoureuse. Célibataire. Yeah. Slay. Comment je voulais le dire en anglais pour me la raconter, mais j'ai pas le mot. Tristement hétérosexuel. Of course. Voilà. Après, on pourra en rentrer big dans 2026, plein de détails. on est hétéro, genre. Voilà, on est hétéro. C'est pas Qu'est-ce une qui nous dinguerie. prend? Non, mais c'est que j'y pense vraiment au moins 2 fois par mois. Ah bon, j'allais dire chaque jour pour ma part. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, chaque jour, je me dis, qu'est branlos? Comment est-ce possible? Je vois ouais. des couples de femmes autour de moi. Ouais. Je vois que c'est plus pratique. Ouais. Ma mère, toute ma vie, m'a dit, Clémence, nous ne sommes pas faites pour vivre avec des hommes. Ouais. N'oublie pas ça. Oh là, Slay, elle a et trop raison. Je sais, mais je suis en mode, I love them. J'ai cru que ça allait dire I love dick. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Non, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est vraiment la preuve ultime qu'on ne choisit pas, genre. Non, oui, voilà, ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je serais tellement allée de l'autre côté. Après, il existe un lesbianisme politique quand même, hein, pour le coup. Très bien. Mais belle intro, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît énormément. Mais ouais, j'en suis pas là ou pas encore là. Je sais pas, peut-être qu'un jour, hein. Who knows. Oui, après vraiment j'en aurais ma claque au bout d'un moment. Mais peut-être que moi ça, je me dis peut-être je me réveille à 50 ans, j'ai un coup de foudre sur voilà. Hugo, hein. Oui, c'est ça. Oui. On sait pas. C'est grave possible. Bah ou alors faut vraiment que t'aies trouvé la pépitas bananas quoi. Ouais. Et où est-elle? C'est la question que l'on se pose tous les jours. Exactement. En tant que femme hétéro. Attention, j'ai quand même accepté qu'en étant hétéro, même si un homme est super et que je l'aime de tout mon cœur et que c'est une petite pépite et tout, ça restera un homme. Ah bah. Tu vois, on en parlait avec Anna. C'est ce qu'elle dit sur sa relation. Voilà. Ouais. N'attendons pas qu'ils nous comprennent comme nos copines. Non. Ah bah ça non. Ça de toute façon non. Tu vois, sur plein d'autres choses, il nous comprendra, il sera super et tout. Ouais. Mais c'est bien de se rassurer sur ça, de se dire ça reste un homme même s'il est super. Et de toute façon, toutes mes copines en couple, même depuis très longtemps, et qui adorent de tout leur cœur leur mec, sont en mode je l'adore, il est super. De tous les mecs, il est dans le haut du panier. Oui. Mais c'est un mec. Oui.
Non, mais il faut, oui. Remettre l'église au milieu du village. Ainsi que les bars sur l'été. Première partie, culture du plein. Première question. Donc, tu crées du contenu quand même très engagé. Depuis très longtemps. Tu as quand même, j'ai l'impression, beaucoup de haters. Non, si. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui, enfin, oui, je pars du principe que c'est des hommes. Oui. Il y a peut-être sûrement, hélas, des femmes, mais voilà. Bien sûr. Comment tu continues à réussir à créer, à avoir envie, en fait, de créer du contenu et ne pas te démoraliser et ne pas avoir peur, juste. Parce que tu, quand même, je pense que ta tête s'est retrouvée plus d'une fois sur des comptes de mascu. Oui. Aussi quand tu faisais des vidéos avec Camille. Vous faites plus du tout, enfin, vous faites des choses ensemble encore, bien sûr, mais ouais, de vidéos, ouais, sur votre de compte, vidéos, on a arrêté. Donc okay. ouais, j'allais dire, en l'occurrence, les haters se manifestaient quand même énormément l'époque où je faisais du contenu avec Camille. Donc j'avais un duo qui s'appelle Camille Giry, qui est humoriste également et qui a un spectacle. Je fais sa promo. Voilà. J'allais le faire, c'était noté, mais bonne si cops, tu le fais à ma bonne place, cops, je fais la super. promo de sa bonne cops. Et donc on faisait des vidéos ensemble. On s'appelait Camille et Justine sur les réseaux. Et effectivement, on faisait du contenu très engagé, très féministe, très gaucho. On ne mâchait pas nos mots. On était en plus deux meufs quand même assez drôles, assez vulgaires, donc quelque chose qui tout ce pas, tout ce que les voilà. hommes détestent. Ah, voilà, tout ce que les hommes détestent, vraiment. Depuis jour 1 où on a fait des vidéos, c'était deux meufs qui font de l'humour. Non, restez à la cuisine dans vos tutos beauté ou je ne sais quoi. Mais donc voilà, là on avait beaucoup de haters. Il y a des jours où c'était vraiment plus difficile que d'autres. Et en fait, par la force des choses, je me suis malheureusement habituée à ça. Alors malheureusement ou heureusement, parce que du coup ça me fait plus grand chose et c'est pas normal. Mais en même temps, je crois que ça me fait un peu aussi avancer et je crois que ça me fait presque un peu marrer. Oula. Ça me fait presque un peu marrer les haters que j'ai aujourd'hui parce qu'en fait, je suis arrivée à un stade où je sais tellement ce que je défends et je sais tellement que j'ai raison que, en tout cas sur les masculinistes et sur le féminisme que moi je défends, que moi un mascu qui vient me dire je te touche pas avec un bâton, je m'en carre. Bien sûr. Voilà. Un fameux mec qui te commente, c'est ça ton combat? Voilà. Oui, mais alors, c'est ça ton combat? Oui. Je n'ai rien d'autre à dire que ça. Littéralement. Alors, je comprends, mais il y a quand même un truc, ces mecs-là sont quand même terrifiants. Alors, et il y en a, effectivement, qui peuvent être plus dans des menaces de mort, menaces de viol. Là, oui, c'est moins marrant. Je me dis, mais effectivement, je suis malheureusement très habituée à ça, quoi. Ça fait très longtemps que je reçois ce genre de choses. Ça va faire 10 ans que je suis sur les réseaux. On ne m'a jamais menacée dans la vraie vie. Voilà. Ce sont tous des chiffres molles. Je ne veux pas appeler à ce qu'ils le fassent dans la vraie vie en disant ça. Mais ça reste un truc de réseaux sociaux. Derrière les écrans, c'est terrifiant. J'ai déjà porté plainte. J'ai déjà eu peur. Mais, en attendant, bon. Mais il y a un truc que je trouve intéressant, je sais pas, mais terrifiant, c'est qu'avant on disait oui, mais c'est sous couvert d'anonymat sur les réseaux, machin et tout. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de mecs qui font avec leur gueule, leur blaze. Ils peuvent être en photo avec leurs enfants sur leur photo de profil et complètement. Tout. Et ils n'ont aucun problème à te dire va te faire violer ou va te faire tuer, genre. Ouais, bah la parole masculiniste et la parole plus largement fasciste, elle s'est carrément libérée. Ouais. En général. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin, moi, je repense à mon époque où c'était Chirac-Le Pen, on était tous et toutes dans la rue. Enfin, là, je fais un parallèle avec le fascisme parce que pour moi, c'est lié, l'extrême droite et le masculinisme sont très, très souvent liés. Vraiment, on était tous et toutes dans la rue en mode, ah bah, l'extrême droite. Enfin, vraiment. Et là, aujourd'hui, ça devient de plus en plus simple et facile pour des gens de dire, oui, je suis d'extrême droite et alors? Donc oui, la parole, c'est on n'a jamais essayé, après tout. Oui. Mais non, il y a de plus en plus. Et puis même, là récemment, je sais pas si t'as vu, mais j'ai fait une vidéo sur des vieux de 60, 70 piges qui me draguent récemment. Je sais pas pourquoi, j'ai un fan club de vieux. Et vraiment des Bernard, des Henri. Est-ce qu'ils le font dans la bienveillance quand même par rapport à des plus jeunes? Je ne sais pas ce que c'est bienveillance. D'ailleurs, cette vidéo m'a été reprochée par certaines personnes qui me disent ils sont pas méchants. Mais moi je m'en fous en fait. Ça, un vieux boug pas le sujet. de 60 ans qui vient dire à une meuf de 30 piges sur les réseaux coucou, ça te dit on se rencontre dans le 62 ou coucou, tu as un beau corps. Non. C'est pas malveillant, c'est pas genre grosse pute, je te baise. C'est mais moi non. Alors c'est non.
Moi, je trouve ça évidemment complètement fou parce que, enfin, par exemple, mon père a 70 ans, il ne ferait pas ça. Oui, terrifiant. Il a beau être oui. un plus de 60 ans, il sait que ça ne se fait pas. Genre, il ne le commenterait pas ça sur Je Internet. l'espère du plus profond de mon cœur. Mais j'ai quand même un truc de me dire, ils se rendent moins compte qu'un mec de 20 ans, tu vois. Peut-être, et en même temps, j'ai pas trop envie de leur donner ce crédit-là de Non, je me suis fait l'avocat du diable, là. Mais je vois ce que tu veux dire. Parmi eux, je pense qu'il y en a, c'est juste, effectivement, des vieux boomers et ils commentent comme ils pensent. Et du coup, t'as envie de dire, bon, bah, doucement quand même, Bernard. Mais. Comme il te tiendrait la porte en te disant, charmante. Oui. C'est ça. Mais ça, tu vois, je ne dirais jamais rien contre un vieux monsieur qui me dit, vous êtes charmante, voilà, en me tenant la porte. Mais le fait d'aller commenter, et puis vraiment, il y en a, la plupart sont un peu à tendance, on se rencontre, ou tu as un beau corps, enfin non, pitié. J'adore par contre le fait qu'ils pensent que ça va marcher, genre. Bah il y en a un, la confiance d'un homme j'espère qu'on se verra dans le 62, il m'a dit, là, celui-là, vraiment. Mais c'est excellent de donner un département. Ah oui, il m'a dit, je viens du 62, je m'appelle Pascal, enfin, bon, voyons. Qu'est-ce qui va me faire dire à ce moment-là? Eh bien, c'est parti. Bah, c'est lui. Pascal. C'est mon Pascalou, c'est lui. Mon Pascalou. C'est l'homme, c'est la perle que je recherche, yes. Vive le 62. Trop drôle. Ok, donc tout ça ne te démoralise pas, non. T'as jamais eu envie d'arrêter de créer du contenu. Est-ce que ton contenu avec Camille, vous l'avez arrêté pour ça? Enfin, le contenu, vraiment, les vidéos que vous faisiez ensemble, parce que vous faites encore des choses ensemble, mais ces vidéos-là, est-ce que vous les avez arrêtées vraiment parce que, vas-y, trop pesant? Ou juste, ça fait partie des raisons. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a arrêté. C'est que Camille à ce moment-là commençait son spectacle, son One, qui s'appelle Ça va bien se passer, et du coup elle avait envie de se concentrer là-dessus parce que évidemment ça prend énormément de temps de faire un spectacle, un seul en scène, c'est beaucoup de travail et beaucoup de retravail. Donc il y avait en partie ça, il y avait effectivement la haine absolument quotidienne qu'on se prenait effectivement au bout d'un moment. T'es là, bon. Ouais, fou la flemme. Que serait un jour sans se faire insulter du soir au matin, du matin au soir. Et également, on avait l'impression aussi d'avoir fait le tour. Ouais, ok. Enfin, on était vraiment genre sur 2-3 vidéos par semaine, des vidéos sur l'actu, des vidéos hardcore, vu que l'actu est de plus en plus hardcore chaque jour que Dieu fait. Donc on se disait, bon, c'est bon. Un petit ras-le-bol et un petit... aussi l'impression qu'on a fait notre part, quoi. Tu vois, parce que les gens étaient constamment là, merci de parler pour nous, Ouais, mais enfin, on prend les balles pour vous aussi. Ouais, tu vois. de ouf. Donc, on l'a fait avec plaisir. Moi, j'ai aucun regret. Mais ouais, au bout d'un moment, c'était cool de passer un peu à autre chose. Ok. Et c'est marrant parce que tu dis que ça fait quand même partie des raisons de votre arrêt, de ces insultes que vous receviez. Mais ça te le fait, toi, pas toute seule, tu vois. Bah, c'est parce que je trouvais pas ça peut-être plus simple, entre guillemets, enfin on va dire moins difficile d'être deux plutôt que de les prendre toutes seules? Si, complètement. C'était, je suis contente d'ailleurs d'avoir commencé le contenu sur les réseaux sociaux à deux. Ouais. Vraiment sans ça, pour le coup, je pense que ça m'aurait atteint trop fort et je pense que j'aurais arrêté à plusieurs reprises si j'étais seule. Et grande force aux meufs vraiment politisées sur les réseaux qui font ça solo, c'est dur de fou. Bah Anna, typiquement Anna qui a 23 ans quoi. Non mais qui se prend des fois des vagues de haine. Bah elle a fait un petit break il y a pas longtemps. Elle a fait un break exactement c'est et obligatoire. j'en parlais avec elle et elle a eu vraiment un moment où pendant quelques jours elle était un peu démoralisée. En peur presque de sortir de chez elle. Ah non mais c'est paniquant hein. Parce que mais t'étais trop jeune en vrai à 23 ans. Oui voilà, c'est ça. Non mais c'est ça, il y a un truc de n'importe quel âge jeunesse, mais à 23 ans pire encore. Oui, c'est clair. Oui, quand t'es pas encore complètement en confiance, c'est quand même chaud. Mais donc voilà, disons que j'ai eu le tremplin avec Camille, j'ai eu le max du truc quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai encore des haters, mais c'est principalement des haters masculins parce que moi je fais beaucoup de vidéos où je me moque des coachs en séduction et des masculinistes du web qui donnent des conseils un peu fortement misogynes et ridicules aux meufs et même aux hommes pour draguer. Et du coup il y a eux et leur commu qui viennent me dire il a trop raison et enfin je m'en fous mais fort. Par contre effectivement quand je parle un petit peu plus de politique au sens propre, donc moi j'affiche complètement mon appartenance politique sur les réseaux et les gens que je soutiens globalement et du coup ça peut faire venir un peu plus de haters, mais en fait c'est quand même nettement moins que quand j'étais avec Camille. Donc
je le vis mieux. Voilà. Et comment Parce tu que c'est moi. expliques que c'est moins Bah, je te dis parce que nous avec Camille, on passait pas par quatre chemins. Moi, c'est-à-dire que moi, je fais du contenu féministe engagé, mais aussi très chill, lifestyle. Je peux d'un coup te pondre un réel où je suis en train d'essayer des tenues que je reçois, où je fais un vlog d'une journée où je cherche la meilleure galette des rois. Enfin, genre des trucs vraiment, J'adore. vraiment random. Donc, je fais aussi du contenu très random, très chill. Le podcast que j'ai avec mon frère, il est très chill. Donc voilà, il y a beaucoup de ce contenu-là qui fait que voilà, ça se mélange un peu. Alors qu'avec Camille, c'était purement politique, purement voilà. Et comme en mode, elles sont là que pour nous casser les couilles. Et c'est ça. Et comme on faisait partie un peu de la première vague de féministes sur les réseaux, forcément, on était dans le viseur. Là, on est beaucoup plus nombreuses, donc on se noie un peu. C'est plus difficile pour eux d'avoir leur cible, tu vois. Et puis aussi, je pense qu'avec Camille, il y a le fait que vous fassiez de l'humour. Les hommes n'aiment pas les femmes oui, complètement. qui font l'humour, quoi. Tout à fait. Si en plus c'est politisé. Ah bah là, non, c'est à fou. La flemme. Et si en plus on est vulgaire, ça c'était vraiment le truc qu'on recevait le plus. Ce n'est pas élégant. Ah non, on n'était pas élégante. Vous n'êtes pas élégante, mesdames. La meuf qui fait élégant, vulgaire. Bah voilà, nous on était dans vulgaire, clairement. T'es comédienne. Ouais. Est-ce que ton engagement que tu as sur les réseaux a un impact sur peut-être ce qu'on te propose comme rôle? Est-ce que toi t'as l'impression qu'on te propose, enfin une impression ou une vérité en fait, est-ce qu'on te propose toujours un peu la même chose? Est-ce que ça te freine peut-être dans ce milieu en vrai, parce que moi je connais pas trop ce milieu-là, mais j'imagine que comme dans tous les milieux où il y a des hommes au pouvoir, ça te freine sûrement un peu quelque part, quoi. Ouais. Donc ben je pense que c'est la question qu'on me pose le plus. Est-ce que mon engagement me retire des opportunités? Ouais. Oui, bah je pense que quand j'ai pris la direction des réseaux et en plus la direction politique et féministe très engagée, qui ouvre sa gueule notamment sur le milieu, parce que moi je m'en cache pas de voilà, s'il y a un gars du milieu du cinoche qui fait de la merde, j'en parle. Ouais. Donc oui, ça m'a complètement fermé des portes, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je peux pas, j'ai pas forcément d'exemple concret, mais rien que pour des agents, ça a été compliqué. Là, j'avais un projet qui avait été signé chez un diffuseur récemment qui a été annulé dernière minute parce que le changement des programmes, parce que le mec en charge des programmes a débarqué et a dit en fait je veux pas ce projet-là. Bon, étrange que ce soit celui-là et pas les autres. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui se passent, même des collabs avec enfin moi j'ai essayé jusque là en tout cas de mettre vraiment un point d'honneur à être droite dans mes bottes aussi. Donc moi aussi j'ai refusé des projets, on m'a déjà proposé de tourner dans un téléfilm machin truc où en fait le sujet c'est une meuf de 14 ans qui sort avec un mec de 23 ans et à la fin elle le tue parce qu'elle est trop jalouse, enfin voilà. Des trucs comme ça. Voilà, je peux pas. Techniquement je peux pas, et puis même ce serait me mettre une balle dans le pied. Donc je le fais non seulement parce que j'ai pas envie, mais aussi parce que je sais que les gens se diraient bah oui, enfin mais c'est très plaisant, je sais pas si c'est le bon mot, mais de voir que tu vois, même toi là où tu commences, enfin t'es quand même connu, on va dire, tu pourrais, tu vois, il y a des gens dans ton cas, des nanas dans ton cas qui seraient en mode ouais mais maintenant je suis un peu obligée d'accepter, tu vois, si je veux aller le step au-dessus, je suis un peu obligée même si je suis pas trop raccord et tout, et je trouve ça trop cool que toi tu restes sur tes engagements, quitte à te dire bah peut-être là je passe à côté d'un projet qui aurait pu m'ouvrir des portes, je vais passer à côté de la thune aussi en vrai, parce que clairement, parce que voilà, là, aujourd'hui toi tu gagnes principalement ta thune avec la création de contenu. Ok. Complètement. Depuis 2020, je gagne ma thune entre création de contenu, c'est travail scénaristique, et comédienne quand je joue dans des trucs, j'ai des petits cachets à droite à gauche. Mais globalement, c'est ce cumul-là, mais principalement les réseaux. C'est ce qui paye le mieux. Donc, quand même un milieu. Alors, on sait que on est bien payé, mais enfin, moi pas encore, mais sûrement un jour. Non mais je veux dire, c'est en vrai si, même quand tu débutes, tu dis aux gens les prix, voilà, c'est démesuré. Mais ça reste un truc un peu instable. Ou comme je te disais, il y a des gens qui se seraient dit, bah en fait je peux pas me permettre de passer à côté d'un projet qui peut m'ouvrir des portes, même si je suis pas hyper raccord avec le sujet et tout. Donc je trouve ça trop cool que tu gardes. Moi je dois avouer que
mais je dois avouer que j'ai géré ce truc-là. Moi, j'ai fait 10 ans de restauration, entre mes 20 et 30 ans, à peu près, globalement. Et j'ai vraiment préféré être dans la restauration jusqu'au bout, alors que ça, au bout d'un moment, ça a commencé à me taper sur le système, je vous mens pas. J'ai préféré être dans la restauration et payer mon loyer comme ça plutôt que d'accepter certains trucs qui déjà dans lesquels j'allais me faire chier. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à faire semblant. Vraiment, alors que je suis comédienne. Participer à un projet qui me fait pas kiffer, voire même qui me saoule, ça se voit à 1000 bornes, c'est terrible. Quand t'es dans un milieu artistique, t'as quand même un engagement émotionnel qui fait que vraiment, si ça te fout la flemme, c'est vraiment chiant, quoi. Complètement. Et moi, enfin, vraiment, c'est pour ça, si je suis dans une période de dep, je vais pas faire de contenu. J'y arriverai pas, je vais pas réussir à faire semblant, sauf si je suis engagée sur une collab absolument, et là je vais pouvoir faire mon taf de comédienne et faire comme si tout allait bien. Ce qui est arrivé il y a pas longtemps, j'étais sur 2-3 jours de chial extrême, je devais absolument rendre une collab pour une marque. Je me suis filmée, mais c'était hilarant, genre j'étais en train de ouin, juste après j'ai mis la cam, hi guys, on dirait pas une seconde que je suis en dep à ce moment-là. Donc je peux le faker s'il faut, mais ça me fait pas plaisir, j'ai pas envie. Donc forcément, aller jouer dans une pièce de théâtre, prout cancan, là, mon cul sur la commode qui raconte que des conneries. J'en ai eu l'opportunité, je pouvais le faire, ça aurait pu me faire des cachets, mais comment je le défends à côté? Si c'est pour dire aux gens, allez voir ma pièce, et que je doive dire à des potes, en fait, c'est de la merde. Non, moi, je veux faire que des projets dont je suis contente, quoi. Trop bien. Ça, et voilà, c'est aussi, parce que j'ai la chance au final d'avoir construit ce truc-là, mais franchement parce que j'en ai refusé et que j'ai préféré faire de la restauration, c'est pas je suis pas fille de je sais pas qui a eu vraiment que ces opportunités qui se présentaient. Donc franchement, je suis contente de ça en effet. Bah ouais, trop bien. Et par ailleurs, je ne juge pas non, celles bien et sûr. ceux qui acceptent des projets qui ne sont pas raccords à leurs valeurs pour se faire de la thune. Chacun fait. Dis, toi, t'as la création de contenu à côté, qui rapporte des sommes un peu sympas, j'imagine. Là où peut-être il y a des gens qui ont un rêve de théâtre, genre d'un truc, tu vois, qui te rapporte rien et qui ont que ça. Oui. Et du coup, on prend aussi ce qu'il y a à apprendre. Oui, complètement. Ce qu'il y a à apprendre. Quels sont les rôles qu'on te propose généralement? Peu de choses. Hein. On me propose assez peu de choses. Est-ce que t'as par exemple un profil type genre on te propose toujours le rôle de cette meuf ou de, tu vois? Franchement, en tout cas sur le web, parce que j'ai tourné quelques trucs sur le web, j'ai l'impression qu'on me propose des trucs assez affirmés et drôles. J'ai l'impression que c'est plutôt dans ce genre-là qu'on va aller. Un truc un peu genre peut-être ce que je représente, quoi. Affirmé et drôle, c'est moi. J'adore ta bio Inge. Vraiment. Et est-ce que t'aimerais aller vers d'autres choses? Genre ce serait quoi ton rôle? En fait, est-ce que t'aimerais jouer un rôle qui n'a rien à voir avec toi? Parce que moi j'ai l'impression que si t'es comédienne, c'est ça qui est un peu excitant. Ah bah grave. Moi je suis sûre que je pourrais être super dans un truc méga dramatique. Donc vraiment, j'adore. Moi, quand j'étais en école de théâtre, pour le coup, je faisais pas mal de rôles dramatiques et j'aimais trop. Moi, j'aimerais trop aussi jouer dans un film d'horreur. J'adore. Je pense que ça, ce serait trop ma cam. Voilà. Trop bien. Mais non, j'aimerais bien jouer effectivement autre chose que de la comédie. Après, en fait, moi, je suis chaude de tout jouer. Oui. Tout m'intéresse, tout me plaît. Tu me donnes un rôle comique trop cool, je le prends. Hein. Moi, c'est plus les rôles genre un peu random qui me font chier, genre une maman. J'allais dire exactement ça. J'allais dire une maman. Une maman typiquement. Bon. Et t'as toujours voulu être comédienne? Ouais. Et donc tu as fait une école de théâtre là, tu viens de dire direct après le bac. Ouais, tout à fait. Et avant ça, tu faisais du théâtre peut-être? J'ai fait au lycée. Ouais. Au lycée, je faisais du théâtre. J'étais en option théâtre. Et non, avant ça, non. Mais je faisais du théâtre à la maison. Oui, devant bien les parents. sûr. Bien sûr. Je faisais des pestacles. C'est quoi qui te plaît là-dedans? Je sais pas, c'est le fun, quoi. Je comprends ce qui est fun là-dedans. Évidemment, ça a l'air génial. Tu joues des choses que tu n'ais pas. Et surtout, juste tu joues. Ton métier s'appelle littéralement jouer toute ta putain de vie. La folie, quoi. Trop bien. Mais bon, ça sort un peu du sujet là, mais j'y pense. Donc là, en fait, je trouve que c'est vraiment un truc où faut être hyper vulnérable pour. Oui, complètement. Enfin, dans ses émotions et tout, c'est hyper intense de jouer. Oui. Je trouve ça fou. Ouais. Pour moi, c'est un peu. Enfin non, je trouve chanter c'est encore pire. À chanter, c'est chaud. Tu me dis là, tu sais que pendant longtemps j'avais une take où je disais si je suis sur une scène, dans une salle de spectacle, je préfère, je crois, être à poil plutôt que chanter.
Être à poil en silence que chanter habillé. Est-ce que c'est parce que tu chantes pas bien ou pas? Mais je ne sais pas. Je ne sais même pas si je chante. Non, mais enfin, il est hors de question, tu vois ce que je veux dire, que j'ai genre 1000 personnes qui me regardent chanter. Mais tu sais, le pire, c'est même pas forcément 1000 personnes. Moi, j'ai déjà passé des castings où on me dit, alors, je voudrais bien que tu chantes un truc au hasard. Non, mais franchement. Ouah, celui-là, ouais. Excusez-moi, mais quelle horreur. Je horreur. vais pas le chercher, ça. Soit que tu chantes un truc au hasard, soit que tu bouges ton corps, que tu danses, genre. Ça, c'est trauma. Peux-tu bouger ton corps? Une ou deux fois, bouge ton corps en mode, pour voir comment tu te moues dans l'espace, sans musique, genre, je danse, quoi. Putain, mais meuf, hyper intéressant. Effectivement, horrible. Les castings, parle-nous des castings. Bah, c'est immonde. Moi, c'est ma bête noire. De toute façon, c'est aussi en partie pour ça que je suis pas comédienne, je pense, aujourd'hui. Enfin, si je joue un peu dans des trucs et tout, mais je ne supporte pas les castings. Enfin, vraiment, en fait, moi. Il y a pas un moment où on s'y fait? Non. Ouais. Bah, peut-être quand on fait 1000, effectivement. Je crois déjà avoir entendu des acteurs dire... Le manque de confiance que j'ai quand je vais à un casting, alors qu'une fois que tu me donnes un rôle, moi, je voudrais passer l'étape des castings. Je voudrais et c'est pour ça, dans le web, les gens, ils me contactent en mode, tu veux jouer dans mon truc, ma web série? Je suis là, ouais, grave, parce que tu sais déjà, tu me fais confiance. J'arrive, je vais d'être ça, en vrai. Mais le casting... C'est horrible. C'est horrible. Le principe des concours dans la vie, moi, je peux pas. Je ne supporte pas. C'est pour ça que je suis très bien dans mes petits réseaux, ma petite vidéo, mon petit montage dans mon coin. Mais... Ce qui est génial en étant sur les réseaux comme toi, en faisant des vidéos, c'est que les gens vont venir te chercher. Je pense que c'est déjà le cas en mode, ils voient déjà... oui, mais on en revient à comme je suis très engagée et tout. Effectivement, il y a un truc où dans le milieu du cinéma tel qu'il est aujourd'hui, avec quand même beaucoup de décisionnaires qui sont des hommes, qui sont des vieux et machin et trucs, en fait, il y en a pas beaucoup qui viennent se dire, ah, peut-être que elle va vendre. Bah non, elle est beaucoup trop engagée. Et quand tu passes un casting, t'as combien de personnes qui te regardent? En général, c'est 2 ou 3. C'est pas... Plus une cam? C'est ça. Plus une cam, qui est la plus flippante de toutes. Tu sais que ça m'est déjà arrivé dans ma vie de me dire, faudrait qu'un jour, une fois, je passe un casting, et que ça me débloquerait un truc en moi, mais pas du tout pour avoir... Donc t'y vas, pas du tout pour avoir un rôle. Bah donc t'y vas sans enjeu, pour voir comment ça se passe. Juste pour... parce que... Et mettre à rude épreuve ta timidité, quoi. Ouais, juste pour voir si je m'évanouis ou pas, genre, en fait. Tout simplement. Bah vas-y, go. Voilà, donc peut-être qu'un jour, je passerai un casting. Non mais parce qu'en fait... Et imagine t'es prise, hop. Peut-être. T'imagines le lâcher prise comme j'y vais en genre, je m'en fous. Ils disent, bah voilà, c'est toi. Oh, la folie. C'est fou de faire ça, surtout quand en fait, t'es... Bon alors, sûrement quand t'es très connu aussi, mais genre... Il y a des gens, voilà, qu'on se rêve, je sais pas, de ciné, de théâtre, qui disent, faut absolument que je l'ai. En plus, j'ai pas de mais en plus, la pression que t'as dessus et tout. C'est même pas la peine de se dire, faut absolument que je l'ai, puisque les castings, vraiment, c'est du 0,4% de chance de l'avoir. Enfin, c'est vraiment. Et puis, effectivement, en plus, mon profil de petite trentenaire brune, un peu mimi, machin, qui correspond au code de machin truc et qui a un peu une grande gueule, hein, il y en a 10 000. Il y en a 10 000. Moi, quand je vais à des castings, vraiment, je vois 10 000 autres meufs à côté de moi. Je suis là, oui, pourquoi moi? Ouais. Imposture, syndrome de l'imposture à son climax. Je suis là, pourquoi ce serait moi? Ok, et c'est intéressant là ce que tu dis, ça me fait penser à une autre question. En étant comédienne, en étant sur les réseaux, en passant des castings, est-ce que ça a changé ton rapport à ton physique? Est-ce que t'as un jour été complexée comme toutes les meufs, ou alors tu es très chanceuse et tu n'as jamais été complexée, la chance? Franchement, est-ce que non pas que tu devrais être complexée, je le dis pas en mode t'as pas été complexée, un petit peu chelou Justine si je peux me permettre, parce que moi à ta place j'aurais 2-3 complexes. Non, pas du tout. Non mais pas du tout, mais je me dis en fait c'est tellement un métier, alors pas que basé sur ton physique, mais quand même je ne peux pas croire que le physique ne compte pas quand on passe à un casting, ou tu vois, enfin voilà. Bah, bien sûr, le physique compte à énormément de pourcentage, et c'est ça ce qui est très dur dans ce métier, c'est que c'est une espèce d'éternelle séduction, et c'est ça que j'aime pas en fait dans le rapport aussi réal, prod, actrice. Enfin, en fait il y a un résidu de misogynie et puis de ce qu'on attend des femmes, et c'est pour ça que moi, si je tourne, je veux tourner avec des femmes réales, ou alors avec des mecs archi déconstruits, quoi. Mais ouais, non. Bah écoute, figure-toi que j'ai pas mal de chance, parce que j'ai jamais trop été complexée, à part évidemment au collège comme tout le monde, parce que j'avais des gros sourcils et que j'étais plate comme pas possible. Mais en fait, j'ai jamais été trop complexée. Et je crois que c'est parce que donc, moi j'ai un trouble anxieux généralisé, je suis extrêmement anxieuse et je passe ma vie à être focus là-dessus. Du coup, je crois que c'est un peu le truc de ça efface le reste. J'ai l'impression que ça efface au moins ce truc-là. Mais alors, j'ai pas trop le temps. En fait, c'est pas possible. Ça me fait trop.
ça prend trop de temps, trop d'énergie, et ce qui en plus contre mon anxiété, c'est notamment la bouffe. Donc je peux pas, moi, enfin je ne peux pas, presque je ne peux pas me permettre de me rajouter des TCA, des choses comme ça, parce que mon seul réconfort dans la vie, c'est la bouffe. J'adore. Sans même parler de complexe, sans aller jusque là, ça pourrait être un sujet. Tu vois, juste ton physique tu pourrais te dire, en vrai, je fais un métier où je sais pas, même est-ce que le fait de vieillir, oui, tu vois, ça peut être un sujet quand t'es comédienne. Ouais. Est-ce que quand tu passes des castings, il y a des nanas peut-être plus jeunes que toi? Est-ce que toi, ça te travaille pas? Je suis en train de te foutre des complexes que t'as pas du tout. Je suis en train de te les rajouter, t'as rien demandé. Non, mais c'est très bien, justement, mais c'est assez étonnant. Non, mais oui, bien sûr. Généralement, les femmes de ce milieu-là ont quand même tendance à dire que c'est un peu un sujet. Bah, de toute façon, si j'étais que comédienne dépendante, là, du cinéma, ça me travaillerait de dingue. En fait, comme j'ai le contrôle sur ce que je fais, puisque j'ai pris la direction des réseaux sociaux et de m'auto-mettre en scène, j'ai un peu un truc de et c'est bon, et ma gueule, je la vois tout le temps. Je suis là en train de filmer ma gueule, de faire du montage, de machin, donc j'ai une espèce de distance, voilà. Mais est-ce que le rapport est le même quand tu te filmes toi ou quand tu es filmé? Parce que moi, je trouve, par exemple, là, quand je monte le podcast, bon, en vrai, ça va, mais genre, le premier épisode, c'est tellement différent de quand je me filme à 2 cm de mon visage pour TikTok, machin. Oui, parce que tu connais, de me voir. Et en plus, il y a des gens qui ont commenté, qui m'ont dit, putain, c'est trop drôle de te voir en entier. Tu sais, on n'a pas jamais vu en entier. Et c'était le premier épisode, quand je l'ai monté, j'étais un peu en mode, oula, fous la flemme un peu. Oui, bah, Et encore, c'est moi qui fais le montage et c'est moi qui filme. Je n'ose imaginer si c'est le regard de quelqu'un d'autre. Ouais, effectivement, c'est toujours différent le regard que tu mets toi sur toi, et quand quelqu'un te filme et que l'épisode sort après, t'es là, ah putain, je ressemble à ça, ok, ça marche. Mais non, je sais pas, enfin, je vais pas m'inventer un truc pour te faire plaisir, puisque tu veux que j'ai des complexes. Je veux faire des vues, désolé. mais justement, je trouve ça génial. Après, voilà, comme tout un chacun, en tout cas, des jours où je me trouve hardcore, des jours où je me trouve BG, mais ouais, le rapport en fait à la et puis je sais pas, j'ai même plein d'archives de mes parents qui filmaient au caméscope quand j'étais petite et tout, au caméscope de dinosaures. T'étais petite il y a 100 ans. Voilà, tout à fait, vu que j'ai 107 ans. Mais ouais, non, ça va, je suis assez ok avec moi, mais parce que je suis pas ok avec 1000 autres trucs. Donc je me dis, bon, vas-y, fous-toi la paix. Mais je trouve ça trop cool et peut-être très rassurant pour des meufs qui veulent ou être sur les réseaux, ou être comédienne, ou avoir un métier où on voit ton image, enfin, où ton image elle est importante, de dire que ça peut ne pas être un sujet. Parce que je pense que tu es la première personne qui a un métier d'image que j'entends dire ça généralement. Et puis je me sens très inspirée par les meufs qui correspondent pas aux normes et qui se montrent, tu vois, qu'on des gueules cassées, qui sont trop grosses pour ce milieu, trop maigres, trop machin. Vraiment, je trouve ça sublime. Vraiment, ça me touche beaucoup, les meufs qui correspondent pas aux normes et ce que la société attend d'elles, et qui se mettent en scène. Je suis genre, mais slay de fou. Et du coup, j'ai envie de faire partie de ce truc-là, mais parce que, par pitié. Ouais, par pitié. On n'a qu'une vie. Est-ce que on doit la passer à vas-y, je suis comme ça, je suis née comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux bien que j'y foute? Alors, je peux faire des régimes, je peux faire du sport à outrance, mais moi j'ai juste envie de kiffer la vibe, et la vibe, je ne peux la kiffer que en n'étant pas frustrée de la bouffe, en n'étant pas frustrée de devoir tirer mon visage toutes les 5 minutes devant une glace. Bon bah, je suis comme ça, ma gueule. Enfin, très bien. Bon, tu as toujours été dans ce mood-là, parce que moi je trouve qu'en arrivant à la trentaine, ça va c'est quand de même plus mieux, en plus. Tout à fait. C'est de plus en plus. Non, je pense que je pouvais me foutre plus d'injonctions dans la gueule à la vingtaine. Adolescence et vingtaine, bien sûr. J'étais en manque de confiance absolue sur la vie, quoi. S'il y a des meufs de cet âge-là qui nous écoutent, ce n'est pas de votre faute, c'est vraiment aussi la société qui, chaque seconde de notre vie, nous rappelle qu'il y a un problème. Et genre, quand t'y penses, moi je repense mais même il y a pas si longtemps, même d'ailleurs quand j'ai monté le premier épisode de ça, je regardais, j'étais en mode, mon bras il est trop gros. Mes frères, ouais, c'est terrible. C'est un podcast d'1h30 où on parle avec Anna de plein de sujets intéressants. On s'en bat les couilles que la gueule de ton bras. Personne va, je pense, regarder en disant intéressant. Par contre, ce bras est énorme. Bah, ou quand bien même quelqu'un se le dit, qu'est-ce que ça changera, on s'en fout. Le regard qu'on a sur nous, qui est le pire. Ouais. Souvent. Je pense que nos générations, ça va quand même mieux parce qu'on est éduqués sur plein d'autres choses et tout. Moi, ma mère a 60 ans. Il y a encore des trucs, elle me dit, je ne vais pas mettre ce t-shirt parce qu'on voit mes bras, genre. Bah oui.
t'es en mode, ma pépette, il fait 35 degrés. Ouais, oui. Il fait chaud, un moment. Tu vois ce que je veux dire? Peux-tu exister tranquillement quand il fait chaud? Et après, ce n'est pas de la faute de nos mères, parce que j'ai écouté hier un podcast de Nora Hamzaoui et Marine Leonardi. Le principe de son podcast, c'est qu'elles sont pas maquillées, c'est ça? Enfin, et là, en tout cas, elles étaient pas maquillées, effectivement. Oui, c'est ça. Mais c'est son principe, elle demande à ses invités de venir sans make-up et elle vient sans make-up. C'est génial. Ça s'appelle sans filtre ou un truc comme ça, non? En apparence, peut-être. Un truc oui, comme voilà. Ça. Ouais. Bref, en tout cas, j'ai adoré. C'était très intéressant. Et elle parlait de leur mère dedans, qui disait, qui faisait des remarques sur leur physique, et elles en avaient marre et machin, et elle leur avait dit, c'est bon, tu peux pas dès que je rentre à la maison me dire si je suis trop mec, trop grosse, trop machin et tout. Et elles étaient énervées de ça, et je le comprends. Maintenant, il faut, je pense, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais genre, nos mères n'ont pas grandi avec toutes les infos qu'on a. Pas de leur faute. Ouais, voilà, c'est vraiment, en fait, tu vois, plus tu te déconstruis et plus j'aime pas trop ça, mais plus tu t'éduques, en gros, sur les sujets du féminisme, et parce qu'en fait, c'est le socle commun, c'est ça, c'est que c'est le féminisme et le patriarcat qui fait chier. Plus je trouve, je suis indulgente, moi en tout cas, avec ma mère et avec les femmes de cet âge-là, parce que quand en fait tu fais, je prends cet exemple, un jour je parlais d'une tarte aux pommes à ma mère et j'étais en mode ouais, trop bon, dessus j'ai mis genre du beurre et du sucre et tout dans le faire cuire, et t'es en mode oh là là, ouais, c'est hyper calorique, machin et tout. Je suis en mode, c'est une putain de tarte aux pommes, si tu manges une part de cette tarte aux pommes, même si je mets énormément de beurre et de sucre dessus, il ne va rien t'arriver, mais juste là je le dis comme si j'étais énervée, mais j'étais pas énervée, j'étais juste en mode triste. Oui, lâchons-nous la grappe. Ça me fait de la peine parce que en fait, toutes ces femmes de cette génération, personne leur a dit c'est pas grave si tu manges du beurre, genre, tu vois, et que tu mets des manches courtes quand il fait chaud. C'est terrible. Et du coup, moi, j'ai plutôt un truc, un regard un peu bienveillant là-dessus. Mais il faut, bien sûr. C'est pour ça, moi, toutes les daronnes qui font du botox, faites du botox, mais de la vie, je leur en veux. Jamais. Mais jamais. Tout ça pour dire que j'essaie d'avoir un regard bienveillant sur les femmes plus âgées qui n'ont pas eu cette éducation et qui ont en plus, elles, eu sûrement des mères, des grands-mères qui leur disaient, qui faisaient aussi des remarques sur leur physique, sur machin, sur truc. Et je pense à ça, ça me fait penser, je bifurque, sur... on parlait avec une copine il y a pas longtemps d'endométriose, de règles, de douleurs, les sautes d'humeur pendant les règles et tout. Et on était en mode, en fait, nos mères et nos grands-mères qui n'avaient pas accès à l'éducation, aux informations qu'on a et tout, et est-ce que c'était sûrement un peu tabou, donc elles en parlaient pas entre elles, juste tous les mois devaient se dire, je suis folle alliée, genre. Ouais, c'est sûr. Je vais me jeter par la fenêtre, je suis folle. C'est terrible. Bah, de toute façon, la folie des femmes, entre guillemets, dans les dernières décennies, leur a causé des drames. Enfin, on a plein de témoignages et de récits dans des livres plus anciens de meufs qui ont été enfermées de force par leur mari parce que folles, alors que effectivement, si ça se trouve, elles étaient en SPM. Genre, non mais vraiment, non mais meuf, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Tu vois, et pareil, pas au courant quoi. Ouais, c'est horrible. Donc c'est juste un peu tristoun. Ouais, bah c'est pour ça que thank God le féminisme, thank God MeToo, et thank God les femmes quoi, l'éducation qu'on s'apporte tout entre nous. Mais oui, enfin moi quand je me revois à 20 piges ne pas oser lever le bras si j'ai une repousse de poils, franchement, là comment vous dire non mais je m'en fous comme c'est très bien. C'est quoi l'expression? Je m'en fous comme de l'an 40? Comme de l'an 40. Je sais pas. Oui, par exemple. C'est vrai que je m'en fous de l'an 40. En tant que scénariste, parce que t'es scénariste aussi, qu'est-ce que t'as envie de faire? Si tu pouvais faire... enfin, j'imagine que tu peux faire tout ce que tu veux, et en même temps, il faut quand même peut-être des fois des financements, des trucs. En fait, je sais pas. Donc tu ne peux pas faire exactement ce que tu veux. Mais qu'est-ce que toi, t'as envie de montrer dans ton travail et dans ce que tu proposes? Bah, ce qui est cool dans le fait d'avoir aussi développé cette partie-là dans mon taf, donc de scénariste, c'est que comme un peu tout le reste, j'ai pu mettre mes propres projets au cœur de ce que je fais et ne pas donc dépendre d'histoires de réalisateurs qu'on a vu, revu. Et donc moi j'ai notamment créé ma première série Baltringue que vous pouvez trouver sur YouTube et là-dedans j'ai pu raconter mes histoires perso, mes histoires notamment de santé mentale, mes histoires de love, d'amitié, de machin, tout ça. Et là, en ce moment, j'ai écrit un long métrage avec Camille. Mais vous avez fait un cours?
Ou alors c'était on pas a avec... fait un court, ouais, c'est ça. Et c'est le long métrage tiré de ce court métrage qui s'appelle Bâtarde glorieuse, qui est dispo, il me semble, sur OCS en ce moment, mais il va revenir sur YouTube bientôt. Et donc voilà, bah moi c'est le kiff absolu, c'est raconter des histoires de meufs badass, stylées, avec leurs failles, machin. Et donc là c'est totalement ça avec Bâtarde glorieuse. On raconte, donc je vous laisse aller voir le court métrage. Si je mettrai des liens. Oui. Mais donc là c'est un gang de 3 meufs qui butent des gars, voilà en gros. qui niquent des gars. Et là par exemple, techniquement, purement techniquement, vous l'avez fait donc toutes les deux? Ouais. Vous avez produit, enfin... Ouais, on l'a produit parce qu'on a une boîte de prod et on a demandé, on a obtenu un financement du CNC Talent, donc qui était le financement qu'on pouvait encore avoir il y a encore quelques mois, mais là c'est un peu le bazar en ce moment au CNC, pour la création web. Donc on l'avait fait avec ce financement-là. Baltringue, je l'avais également fait avec ce financement. Trop cool. Donc merci au financement du web. Merci Internet. Qui justement nous permet de réaliser des trucs aussi dans notre coin. Ouais. D'idées vraiment qui sortent de notre tête sans devoir passer par un million sans faire valider par un homme. Exactement. Tout simplement. Exactement. C'est mon scénario, c'est tel qu'il est, j'ai pas à le faire valider, c'est la thune qu'on me donne pour le faire, super. Voilà, là où effectivement le long métrage ça va être autre chose. Là c'est un prod qui nous l'a commandé, donc ce qui est trop bien c'est qu'on est payé pour le faire, pour le développer, donc ça tue. Mais derrière, pour qu'il existe un jour, il faudra des financements, et là, ce sera une autre affaire. Et comme c'est un film extrêmement engagé, extrêmement féministe, autant vous dire que si en 2027, on passe à l'extrême droite, eh bien, ce sera une autre paire de manches. Mais parce que là, vous travaillez sur ce long, sans savoir s'il se fera, où il va être diffusé, s'il sera diffusé. Oui. Okay. Bah, c'est-à-dire que la majorité des longs qui sont écrits ne se font pas. Mais là, vous en êtes au stade de l'écriture? Oui. Ok, d'accord. Ouais. Donc ce qui est cool, au moins, c'est qu'on est payé pour le faire, c'est-à-dire qu'on travaille pas non plus dans le vent, la plupart des scénaristes travaillent dans le vent. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils cumulent plusieurs projets en même temps en gros, il faut toujours cumuler pour être sûr d'avoir un projet qui sort. Qui passe, parce que la majorité ne se fera pas. Donc voilà, et les longs métrages c'est pareil, même aujourd'hui sur les plateformes commandent un certain nombre de longs métrages et en fait, il y en a que 10% qui vont se faire. Ce milieu, il est aléatoire au possible. Et donc là, quand vous avez fini de l'écrire, avant de tourner, vous essayez de le vendre. La prod va chercher des financements. Ouais. Ok. C'est ça. Et donc, si vous le tournez, je touche du bois, vous allez le tourner, ça va être super, ça va être un franc succès. Quand vous commencez à tourner, vous savez où il va être diffusé. Ou pas? Bah, là, on écrit un film ciné. C'est pour le ciné. Slay. Ouais. Donc voilà, mais d'ici là, ça peut être en fait, peut-être qu'il y a une plateforme qui est intéressée, peut-être qu'il y a un Netflix qui est chaud, machin. Bon voilà, en fait, tout est encore possible au moment où on l'écrit. Il peut se passer 10 000 scénarios. Le plus probable, malheureusement, c'est qu'il ne se fasse pas. Et voilà, mais en fait, dans ce milieu, mais c'est hardcore. Ça peut même aller, ça ce serait terrible, jusqu'à se tourner et en fait ne pas se diffuser. Je veux pas y croire. Voilà. Ça c'est. Et c'est émotionnellement, c'est pas compliqué de travailler sur quelque chose. Alors, comme tu dis, vous avez la chance d'être payé. Il y en a même qui le font sans être payé, mais de travailler sur quelque chose en se disant peut-être que ça ne verra pas le jour. Si, c'est dur. C'est dur. C'est pour ça aussi que j'ai trouvé mon kiff dans le web, parce que je sais que je peux raconter mes histoires et que tout ne dépend que de moi, et du coup je vais pas lâcher la grappe et je vais finir par le poster. C'est sûr et certain, ça sortira. Donc voilà, mais c'est beaucoup moins de financement, tu te fais pas de thunes sur les projets web, tu te fais pas de thunes clairement. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Mais au moins il y a une liberté et une urgence, un truc plus rapide. Alors que effectivement dans le cinoche, entre le jour 1 de l'écriture d'un film et la sortie d'un film, il se passe en moyenne 5 ans. Donc t'as le temps t'as le temps de faire 3 ans, tu vois, 5 ans c'est énorme. Ouais, c'est 5 ans, ça peut aller jusqu'à 7 ans, il y en a qui mettent 10 ans. Long. Donc c'est vraiment très très long, beaucoup trop long pour moi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir d'autres projets à côté, des choses qui peuvent sortir plus rapidement sur le web. Bah ouais, je comprends. Et donc là, tu me disais c'est le long qui est quand même tiré du cours Bâtarde glorieuse. Tout à fait. OK, trop bien. Ouais. Bah Slay, je croise trop les doigts, on envoie trop des bonnes énergies pour aller le voir au ciné. Ce serait merveilleux que ça sorte, ce serait trop bien, je pense que c'est trop un film important. Mais oui, putain. Est-ce qu'on passe à la partie 2? Carrément. C'est la culture du vide. Les dates. Déjà, quel est ton rapport aux dates? Quel est ton rapport aux applis peut-être?
de manière plus large. On va dire sur ces derniers mois, ces dernières années, comment t'as daté? Alors, donc moi j'étais dans une relation qui a duré 3 ans avec un homme. Ça s'est fini il y a 1 an et demi. Ça s'est fini il y a 1 an et demi. Donc j'ai l'impression d'être encore en sortie de cette relation sur ce célibat un peu voilà. Et avant ça, je faisais pas mal les applis. J'ai beaucoup fait les applis dans ma vie. Ok. J'aimais bien. J'ai toujours trouvé ça assez ludique et tout, même si j'étais évidemment genre, il y a que des moches, il y a que des nazes, mais je trouvais ça un peu ludique. Quelles applis? Et ben, à l'époque, il y avait pas Hinge, là. Tout le monde est sur Hinge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'avais l'impression que c'était un truc de droitard, Hinge. Ah non, l'inverse. Ah, mais vraiment, j'avais l'impression que c'était ça il y a quelques années. Un truc d'école de commerce de droitard. Donc, non. Et non? Bon, bah, super. Non. Bah, de toute façon, j'ai plein de potes sur Hinge, donc effectivement, ça a dû... Après, voilà. faut s'accrocher, parce que pour s'inscrire, il y a vraiment genre 1000 questions. Ouais, mais moi, j'aime bien. Et ben, moi, à l'époque, j'étais sur OkCupid. Et c'était un peu l'appli de Bocho. Et c'était un peu... Il y avait plein de questions aussi. Donc, pour moi, là, tu me parles d'un truc d'un autre temps. Ah bah voilà. Bah écoute, c'était mon temps. Et avant ça, j'ai fait Tinder, Bumble, un peu tout quoi. Okay. Même Happen. Waouh. Okay. Voilà, j'ai tout fait. Je les ai toutes benchmarkées. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils. Mais visiblement, tout le monde est sur Hinge maintenant. Donc je l'ai beaucoup fait jusqu'à un moment où je dois avouer qu'on commençait à trop me reconnaître sur les applis. Et en fait, il y a plein de gars qui m'écrivaient en mode « J'ai vu tes vidéos !» ou alors... Et du coup, je ne savais pas si c'était des gars qui voulaient me dater pour pour le fun, enfin pour l'anecdote et la fame, ou s'ils voulaient me dater vraiment. Et en fait, je trouve qu'il y avait un pied d'égalité qui était pas du tout ok. Ils savaient tout de ma life et moi rien. C'est clair. Donc ça commençait à me gaver et j'ai juste arrêté les applis. Et c'est là que je me suis mise aussi avec ce gars pendant 3 piges. Ok. Et là depuis ta rupture. Et là depuis 1 an et demi. Bah, je ne retourne pas sur les applis parce que j'ai très peur de ça, j'ai la flemme et du coup bah c'est difficile de dater. Ouais. Mais alors ce que tu dis là, on te reconnaissait sur les applis, est-ce qu'ils te date pour la fame et tout. Je pense que quoi qu'il, il y a un truc de s'ils se ramènent chez toi, ils vont être en mode débarque chez elle. Genre. Oui. Mais même juste en date avec moi, je te dis moi-même à mon mini niveau. Ouais. C'est sûr que il y en a qui sont en mode je suis allée chez elle, genre tu sais. La flemme de c'est fou. sûr que je le dis vraiment sans prétention. Hein, oui, mais c'est sûr qu'il y a des gars qui ont dit à leur pote, putain, tu vois, cette meuf, j'ai dormi dans son bed, genre. Ouais, oh là là. La flemme. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai eu 2 histoires depuis 1 an et demi, là. Et c'était des potes de potes, donc trop bien, trop pratique. Ok. Et voilà. Et c'était ça, mes dates. Trop bien. Et c'était, ça a duré un peu, ou? Il y en a une qui a duré genre 3 mois, et une, là, plus récemment, qui a duré 2 mois. Ok, donc, trop bien. Des petites choses sympathiques. Très sympa, juste ce qu'il faut. Ouais, voilà. Donc c'est un peu ça, et effectivement, je suis un peu en mode, bon, maintenant, comment je date, là, hein, parce que je suis un peu chaude de dater, parce que moi, je suis toujours chaude de crusher, quoi. Bah ouais. J'ai toujours envie de crusher, en fait. J'ai toujours envie d'être en crush. Mais moi, tu sais que j'ai un vrai sujet là-dessus avec mes potes on déteste les hommes, bien évidemment. Par contre, la vie est vraiment plus fun quand t'as un petit date à raconter à tes cops, en mode, on a fait fin de ce gars, machin. Ouais. C'est fun. En fait, c'est fun, c'est léger, et puis quelle admirable sensation que d'être en crush, que d'être love. Et que de se faire chiner. Voilà, et de se faire chiner. Avec tout le respect. Bah, bien sûr. Non, mais bien sûr. Chinez-moi à toute berzingue. Quoi de plus délicieux. Bien sûr. Mais j'ai aussi beaucoup appris cette dernière année et demie à décentrer vraiment au maximum les hommes de ma vie et à pouvoir passer de très bons moments sans être en crush, justement, parce que je ne veux pas du tout que mon moral dépende de ça, et j'ai vraiment réussi pour la première fois de ma vie à le faire depuis ces derniers mois. Génial. Et à me dire, ah putain, il y a vraiment des choses qui sont importantes, intéressantes et qui comptent dans mes projets perso, dans ma santé mentale, dans mes amis, dans ma famille, dans mes voyages. Donc voilà, j'ai essayé beaucoup de faire ça dernièrement, et ce qui m'a appris à vraiment apprécier être seule, ce qui n'était pas le cas avant. Je galérais beaucoup avec la solitude, et là vraiment j'y arrive beaucoup mieux depuis que je suis sortie d'une relation quand même relativement médiocre. Donc voilà, c'est cadeau. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'étais avec ce truc l'année dernière où je me suis dit je vais faire des dates, je vais noter dans mon petit carnet, je vais faire plein de dates et tout. J'étais en mode je suis en lâcher prise, tu vois. Je suis machin et tout. Je pense, on me l'a fait remarquer, et en y réfléchissant, effectivement, que c'est vraiment l'inverse, et que j'ai littéralement centré les hommes dans ma vie au lieu de les décentrer. Bah ouais. T'as quand même une légèreté à cet égard-là, ou oui. Tu sens alors en fait moi j'étais non, j'y prenne pas du tout toute la place, mais le fait d'être dans un truc de dire je vais être que dans des dates courts, des relations non exclusives, des trucs où je m'attache pas et tout, bah en fait force est de constater que c'est
être dans le contrôle que de ouais. dire ça. Ah bah complètement. Oh ah mais tu vois, c'est pas genre dire ah ouais, je fais des relations vite fait et tout, donc je lâche prise et tout. Bah en fait, c'est l'inverse, je pense. Ah bah ouais. Moi, je suis complètement contre le fait d'annoncer au premier date, je ne cherche rien de sérieux. Cela m'insupporte. Ah, voilà. Je le verbalisais pas comme ça, sans vouloir me défendre, mais... Non, mais, non, attention, je suis contre à titre tout à fait personnel. Je sais que ça arrange tout plein de monde de savoir, hein. Mais si je suis contre, c'est parce que je ne comprends pas comment c'est possible qu'on sache à un premier date qu'est-ce qui va se passer entre nous. Et pour moi, c'est un contrôle. Effectivement, tu laisses pas la place. Voilà. Sachant que, évidemment, moi, il y a des périodes de ma vie, en sortant d'une relation de 3 piges, sur le papier, immédiatement, je ne veux pas me remettre en couple. Bien sûr. Mais quoi? Si j'ai un crush de malade qui me convainc que, bah, vas-y, gros, vas-y, foutons-nous en couple. Il faut absolument laisser, pour moi, cette possibilité. Je trouve que le fait d'annoncer au premier date, et ça, je trouve que c'est beaucoup un truc de mec. Il y a beaucoup de mecs qui le font aussi pour se protéger de, sinon elle va croire que je veux sortir avec elle, hein. Je ne capte pas. Effectivement, je pense que c'est plus masculin, parce que moi, du coup, sur Hinge, j'ai mis relation courte, et plusieurs fois, des mecs m'ont dit, rigolo, très rare de voir une meuf qui dit relation courte. Complètement. Je suis vraiment une loveuse. Je suis très romantique, et du coup, je suis en mode, je vais pas trouver mon gars sur Hinge. Alors que maybe, alors que oui, peut-être. Mais moi, je me dis, on va si toi, t'es sur Hinge, pourquoi il y aurait pas d'autres gars comme toi sur Hinge? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai envie d'être avec un gars comme moi? C'est le sujet de ma thérapie, donc je ne sais pas. Non, mais parce que vraiment, j'avais fait un TikTok sur ça, un peu sur le ton de la rigolade, mais un mec comme moi en mec, genre... Non, c'est non pour toi. Qui est un peu un taf de saltimbanque, qui est un peu sur les réseaux. Oui. Je suis en mode, oula. Mais il y a pas que ça sur les apps. Non, bien sûr. Mais je veux dire, si vraiment, tu vois, si vraiment je me projette sur un moi en mec. Ouais. Non, mais même pas toi dans ce que tu fais forcément dans la vie, dans tout ton mode de vie, mais juste toi en tant que quelqu'un d'intéressant et stylé. Ça veut dire qu'il y a d'autres gens intéressants et stylés sur Hinge, tu vois ce que je veux dire. Donc, effectivement, c'est pas genre archi romantique de dire j'ai rencontré mon gars sur les apps, mais n'empêche que moi, autour de moi, j'ai 2-3 couples qui sont ensemble depuis 7 ans, 10 piges. Moi, il y a des enfants nés des apps, oui, voilà. Moi, il y a des enfants, il y a des mariages, et je suis là, bah... Why not? Non, mais finalement, en fait, si y a pas de règle, quoi. Et nous, on est biberonnés aux films romantiques, aux machins, aux trucs, mais si tu te dézoomes, tu t'adaptes à la société actuelle. Donc, c'est juste un nouveau moyen de rencontrer. Tout à fait. Et surtout, en fait, on dit Hinge, mais ça se trouve, tu t'envoies 2 messages sur Hinge, tu te follow direct sur Insta. Et tu peux dire, c'est bon, je l'ai rencontré sur Insta. Mais non, mais je veux dire, les gens trouvent ça moins bizarre de dire je sais pas, on se suivait sur Insta et tout, alors que le principe c'est tout pareil. est vraiment le même, genre. Tout pareil. On s'est rencontrés virtuellement quelque part. Et puis ça se trouve, il y a eu 2 messages Hinge et vous êtes vite vus dans la vraie vie et du coup c'est ça qui prend le dessus, enfin tu vois. Oui, non mais totalement. Oui, moi je suis pas du tout je l'ai jamais eu le jugement sur les apps, je trouve que c'est un truc c'est notre effectivement quand on prend du recul, on se dit c'est bizarre quand même de faire son marché sur un téléphone. Et en même temps, c'est notre monde moderne, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est clair. Est-ce que tu vois me pisser dessus. Est-ce que je peux me permettre de faire un petit pisser. Est-ce que tu vois, toi, une différence entre ta façon de dater dans la vingtaine et dans la trentaine? Rapport à ce que juste la société attend d'une femme de 34 ans. Après, on est quand même dans un milieu, faut le dire aussi pour les gens qui nous écoutent, on est à Paris, dans un milieu un peu artistique et tout, donc c'est moins bizarre peut-être que si t'es dans une petite région en France, dans le sud de la France, moi je vais prendre mon exemple, ou si où mes potes du lycée ont vraiment construit une maison et 2 gosses, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc nous, c'est un peu moins choquant à Paris dans notre milieu, mais est-ce que tu ressens une différence? Déjà, pour répondre sur la différence entre les dates jadis et les dates aujourd'hui, je dirais que j'ai pris en confiance personnelle et en maturité je n'ai plus le temps pour quelqu'un de médiocre. Voilà. Et ça, je l'ai beaucoup fait. Quelqu'un de médiocre, quelqu'un qui m'apporte pas un véritable plus, flemme. Alors que je pense qu'à l'époque, j'étais en mode, je bouffe à tous les râteliers. Si un mec s'intéresse à moi, c'est que c'est super, je prends, tu vois. Sans être forcément trop en kiff ou quoi. Donc voilà. Là, je veux pas par 4 chemins, quoi. Et ça, depuis combien de temps tu dirais que t'es dans ce mood? 5, 6 ans, peut-être, quelque chose comme ça.
Parce que moi, je peux pas te dire avec certitude que j'y suis, Ouais. genre. Mais peut-être que là, je me la raconte trop et qu'en fait, si je suis honnête, peut-être que je mens. Enfin, non, mais ceci dit, c'est quand même peut-être plus récent parce que je me connais vraiment mieux. Parce que tu vois, le dernier mec avec qui j'ai été pendant 3 ans, la vérité, la dernière année, je n'aurais jamais dû être encore avec lui. C'était l'année de trop. C'était l'année de trop et je ne vois pas ce que j'ai foutu là-dedans. Mais après, très compliqué. Quand t'es love et t'avais quel âge? 30 ans, là. On a été ensemble de 30 à, je trouve de 29 à 32. Une rupture, c'est toujours difficile et tout, mais il y a une différence entre quitter une relation à genre 22 ans et à 30 ans, où peut-être tu te projettes, ou si t'as envie d'avoir des enfants, tu te projettes aussi à 22, oui, mais genre, tu vois. Complètement. Tout le monde attend plus de toi. Bien sûr. Bien sûr. Ça a l'air très dur. Il y avait un truc très difficile. C'est pour ça que moi, je suis j'essaie d'être très bienveillante et vis-à-vis de certaines amies, des fois que tu vois dans des relations ou des trucs et tout, t'es en mode, après, ouais, je comprends que t'as passé un cap dans la life où t'es en mode, je comprends que ça fasse un peu plus peur de partir avec son petit sac à dos, quoi. Oui, totalement. Mais si je suis très, très honnête, je pense que même dès le début de cette relation-là, je me suis contentée de quelque chose qui, en vérité, si j'étais très honnête avec moi-même, n'allait jamais me convenir. Wow. Donc, qu'est-ce qui fait que tu y as cru? Ou que t'as eu envie d'y croire? Franchement, je ne sais pas. Mais non, mais tu sais que là, je te pose le une love, question vraiment franchement, juste à mon avis, le love et mais en certains fait, bons moments, quoi, tu vois. Si tu creuses, qu'est-ce qui fait que t'es tombée amoureuse ou de ce truc qui ne suffisait pas. Enfin, tu vois, c'est un sujet de thérapie, là, on va pas avoir la réponse maintenant. Mais genre, qu'avais-tu besoin de combler chez toi? Non, mais en fait, tu vois, moi, ma psy, souvent, elle me disait, à plein de sujets, pas forcément que dans ce sujet-là, mais genre, qu'est-ce qui fait que, vous trouviez du positif? Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes restés? Parce qu'on parlait pas de situations où j'étais forcée, où j'étais sous l'emprise, etc. Tu vois. Qu'est-ce qui fait que ça vous convient? Ouais. Parlez-vous à vous-même et genre qu'est-ce qui fait que ça vous suffit, ça vous convient? Qu'est-ce qui fait chez vous que vous pensez que ça vous suffit? C'est bien ça la problématique. Je pense que ce qui fait que ça m'a convenu, c'est que c'était pas si pire. Ouais. Vraiment. Et que en fait, c'est vraiment très difficile d'être une meuf trentenaire et hétérosexuelle aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a une épidémie de femmes célibataires la trentaine. Effectivement, il y a beaucoup moins de femmes qui aujourd'hui sont casées à la trentaine, mariées, ont des gosses et tout, surtout dans les grandes villes, certes. Mais il y a vraiment une épidémie de ça et des études qui le prouvent. Parce que en fait, aujourd'hui, comparé à il y a 30 piges, 20 piges, les femmes sont indépendantes, les femmes gagnent leur own money, ont leur propre appart, ont leur propre projet, ont leur propre copine, ont mis des priorités tellement différentes d'avant que en fait pourquoi on s'encombrerait d'une médiocrité tu vois. Et effectivement ce que tu disais tout à l'heure, on se fait beaucoup mieux réconforter par nos copines qu'un mec. Ouais. Moi ça fait partie du principal du truc, quoi. Si aujourd'hui un mec ne peut pas avoir une écoute aussi attentive, au moins quasi aussi attentive qu'une de mes copines, en fait qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Qu'est-ce que ça m'est arrivé dans ma vie de pleurer, pas à chaudes larmes, mais quand même de pleurer dans un lit avec un mec à côté. Oui, pas forcément à cause du mec ou quoi, tu vois, mais et qui capte pas, genre. Bah meuf, genre, je pense que je te jure, je le dis pas. Alors, je suis pas meilleure qu'une autre personne, mais genre je ne vois pas comment quelqu'un pourrait être dans le même lit que moi pleurer et je m'en rends pas. Même si la personne elle est tournée, même si elle fait gaffe, même si elle est discrète mais et nous tout, on capte direct. Comment tu sens pas une énergie où tu te dis la personne à côté n'est pas bien, genre? Mais tu as vu la trend de ces derniers temps qui est je me suis douchée avec un gel douche 3 en 1 pour homme et du coup depuis et ma celle qui a le plus tourné c'est et du coup depuis je m'endors quand ma meuf pleure à côté de moi. C'est une dinguerie. Donc ça c'est pas un cas isolé ce que tu racontes, c'est un classico et je pense que quasi toutes les meufs hétéros l'ont vécu. Et à chaque fois, ça me bazarde la gueule. Quand le mec, juste, soit il capte et il est en mode, allez, on dort maintenant, ça va passer. T'es là, bah. Wow. Ou alors juste. Tu vois, je préfère qu'il capte pas plutôt. Ou alors juste, il cala pas et il s'endort. Mais genre, il cala pas. Mais oui, c'est d'une violence, franchement. Jamais. Et en fait, voilà, c'est ça. Moi, le truc sur lequel je travaille depuis notamment cette dernière année et depuis tout le gaz que j'ai accordé à ce gars que j'ai vu pendant 3 ans, parce que si je parle de cette dernière année, pourquoi je suis restée,
parce que je lui ai accordé énormément de mon temps, de mon énergie, et j'ai mis ma santé mentale de côté, alors que ma santé mentale est très importante à prendre en charge, parce que j'ai vraiment une tendance dépressive, je suis anxieuse, je prends des médocs et tout, faut vraiment que je fasse attention à moi, c'est très important. J'ai tout mis de côté parce que monsieur avait des problèmes au travail, et ça le rendait fou, et j'étais là, et patati, et je t'ai trouvé une psy, et patata, voilà. et nanana. En fait, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est dingue, c'est que dans le cas contraire, si c'est le mec en face qui devait prioriser sa santé mentale, tu t'en occuperais presque à sa place. Complètement. Là, c'est ce que j'ai fait. Et on en parlait avec une copine il y a pas longtemps, de notre manière de materner des mecs, même sans que ce soit notre mec, même des amis à nous. Oui. Moi, et où tu fais des trucs pour eux quand ils sont chez toi, quand ils sont machin, et où vraiment c'est retrouvé avec ma pote à se parler de ça et à se dire, je te dis la vérité, ça aurait été toi chez moi, peut-être j'aurais pas fait ça pour toi, enfin, peut-être je t'aurais pas materné autant, tu vois. Je t'aurais laissé te gérer un peu, parce que je sais que tu te gères. Voilà, déjà, parce que tu sais que, bien sûr, on materne pas autant nos copines, tout simplement parce qu'elles ont pas besoin qu'on le fasse. Moi, j'ai été en coloc avec une copine pendant plusieurs années, et on s'occupait vraiment l'une de l'autre à égalité. À égalité, on se faisait à manger. Bah, c'est ce qu'on fait entre meufs, entre copines. Je fais ta lessive, machin et tout. Oui, parce que tu sais qu'elle fera la même le lendemain. C'était vraiment à égalité, et je me rappelle, on se disait quotidiennement, ça, on ne verra plus ça de notre vie, parce qu'ensuite, si on va vivre avec des hommes et tout, vu qu'on est hétéro et qu'on a envie de tuer des familles et tout. Ah, malheur! On goûte à ce luxe-là, de s'occuper l'une de l'autre à égalité, de vivre avec un peu, en plus on était un peu, je sais pas, un peu maniaque pareil, un peu, tu vois, tout était assez égalitaire, et on était en mode, ce luxe-là, il faut qu'on le savoure maintenant, parce que ça n'existera plus jamais, genre. Non, mais il y a des trucs aberrants, tu vois, quand je repense donc au mec avec qui j'ai été pendant 3 ans. Moi, en général, je viens très vite dans un début de relation, quelle qu'elle soit, la nature de cette relation, je m'en fiche, j'ai pas de pudeur là-dessus, et je préfère vraiment être très claire sur ma santé mentale. J'en ai besoin parce que on sait jamais que je tape une crise d'angoisse, j'ai vraiment besoin que ça se capte en face. Et puis ça devrait pas de toute façon être oui, voilà, et j'ai pas envie que ce soit un sujet, et moi c'est bon, enfin je suis très ok avec myself, et donc j'ai pas envie de faire genre. En fait, t'aurais une quelconque autre maladie, je préfère, tu le dirais, voilà. Tu vois, donc il y a pas de oui, c'est ça, tout à fait. Et donc ce mec là qui n'y connaissait rien, comme beaucoup de gens et surtout beaucoup d'hommes, il n'y connaissait rien du tout. Et puis c'est très dur à expliquer une crise d'angoisse, et l'angoisse en général, c'est dur à expliquer, c'est très peu palpable. Donc quand tu le vis pas, c'est assez chaud à raconter. Et du coup, je lui avais envoyé une vidéo de vulgarisation scientifique sur le trouble anxieux et la crise d'angoisse qui durait 12 minutes. Il ne l'a jamais regardé. Trop long pour lui. Il ne l'a jamais regardé. Je l'ai relancé, meuf, pendant genre 3 mois, régulièrement. Non, mais tu vois, c'est... En fait, excuse-moi, est-ce que juste c'est normal de se contenter de ça? Est-ce que juste c'est normal qu'à ce moment-là, je me sois dit, oh, c'est peut-être quand même l'homme de ma vie? Non, mais encore une fois, dans la situation inverse, si lui avait eu un problème que tu ne connaissais pas, tu serais allé de toi-même chercher une vidéo. Je serais allée à la bibliothèque, carrément. Non, mais tu vois ce que je veux dire. J'aurais sorti tous les livres. Non, mais ça rend dingue. J'ai noté un truc après, dont j'ai envie de parler avec toi. Qui, je pense, parle de ce mec avec qui tu es resté. Oulala. Bah, en fait, on peut enquiller maintenant. Allons-y gaiement. Tu avais fait un TikTok. Que j'avais commenté, il me semble. Dans lequel tu disais que ça t'est arrivé au moins une fois, mais je me demande peut-être plusieurs. Qu'un mec te quitte. Et que ce soit toi qui le réconforte. J'ai besoin qu'on parle de ça. Bah, j'allais le dire là, parce que c'était clairement le sujet. Jusqu'où on est prête à aller avec notre empathie légendaire, qui nous vient de je ne sais où, bien sûr que si je sais, mais vous avez capté. Ce mec-là, notamment, que j'ai épaulé pendant 1 an parce qu'il tombait en espèce de dep, crise de la quarantaine, burn-out, problème au taf. Tous les fucking jours de sa vie, il me racontait ses problèmes au taf. Est-ce que tu penses qu'une seconde, il essayait de les régler, notamment avec mes conseils? Jamais. Donc c'était les mêmes problèmes en boucle. Genre, je me prends jamais en charge. Jamais, mais j'ai besoin de te raconter. Et moi, j'étais là, oui, nanani, nanana. Je lui ai trouvé une psy. Il est allé la voir 2 fois, il m'a dit, j'aime pas trop. Okay. Un pote à lui a recommandé un psy, mec, il était là, je suis plus à l'aise. Allez, ça marche. Why not? Va chez ton psy, why not? Mais bon, comme par hasard, mais très bien. Il y est allé pareil 3 fois. Plus jamais retourné. Donc voilà, et pendant toute cette période, il m'a t'ai-je repris. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. Et moi, j'étais là, oui, bon, mais c'est parce qu'il est perdu. Et à la fin des fins, quand il m'a t'ai-je, il m'a appelé genre 2 semaines après en espèce de crise de panique.
de genre, je ne sais pas pourquoi je t'ai... Il aurait dû regarder la vidéo de 12 minutes. Tout à fait. Il était... Écoute, c'est la première fois qu'il m'a dit, je crois que je comprends ce que c'est une crise d'angoisse. Oh, bibi. Et j'étais là, aïe oh. Il fallait donc que tu la vives pour comprendre ce que je vis. En dehors de ça, moi, ça n'avait aucun... Ça, tu n'y croyais pas avant. Et dis-toi, juste pour rebondir sur le fait que la vidéo que je lui ai envoyée sur les crises d'angoisse, il ne l'a jamais regardée. Je l'ai relancée 2-3 fois, j'ai arrêté. À la suite de ça, il m'est arrivé de faire une crise d'angoisse chez nous, parce qu'on vivait ensemble, de me lever la nuit et d'appeler mon frère. Il était 4h du mat, j'ai appelé mon frère plutôt que mon mec. Qui était dans le même lit. Qui était dans le même lit. Okay. C'est arrivé et plusieurs fois. Réaction de ton frère face à ça? Mon frère, c'est mon pilier absolu. Mais face à la crise d'angoisse. Non, mais vis-à-vis du fait que tu aies besoin de l'appeler alors que ton mec est dans le même lit. Oui, bah mon frère n'était pas très fan de ce mec. Voilà. Mon frère, globalement, il a laissé couler, mais il était pas très fan. Et j'ai compris plus tard pourquoi. C'est ton grand frère ou ton petit frère? Petit frère. Vous avez combien d'années d'écart? 4. Okay. Ouais. Donc oui, je me suis retrouvée à le réconforter. Mais alors, la fameuse espèce de crise d'angoisse qu'il a faite 2 semaines après en mode je ne sais pas pourquoi je t'ai quitté, peut-être que je suis fou, je suis perdue, nanana. Et moi j'étais là, t'inquiète, c'est pas grave, ça va aller. Non mais alors que j'étais au fond du seau. Ouais. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé avant lui, après lui, même là, les histoires que j'ai eues depuis, c'est genre, je suis en train de là, le dernier gars que j'ai vu pendant 2 mois, on a arrêté parce qu'on ne voulait pas la même chose. Mm-hmm. Et en fait, je me suis retrouvée une semaine après à devoir, parce que lui, il était là, mais je veux quand même savoir ce que tu penses de moi, si je suis pas une merde. Et j'étais là à devoir encore réconforter un gars qui avait pas été en plus hyper clair avec moi et tout. Ce qu'on disait aussi avec ma copine avec qui on en parlait, c'est que franchement la vérité je parlais quand mon nom, la vérité j'aime bien être comme ça. J'ai pas envie de pas être bienveillant. Moi je ne peux pas. Oui. J'aimerais te dire allez je vais bien. Juste tu ne peux pas faire autrement, mais est-ce que t'aimes bien vraiment dans n'importe quelle circonstance? Genre le moment où tu rassures un mec après qu'il t'étège, tu ne peux faire autrement parce que c'est comme ça, c'est ta nature, nanana. Ouais, mais c'est plus je peux pas faire autrement. Non, je dirais pas que j'aime. Si je pouvais choisir. Oui, voilà. Si on me dit au moment où il me tège, choisis la suite de l'histoire, je choisis peut-être pas ça. Voilà. Je te dis la vérité. Franchement, c'est juste qu'on peut pas s'en empêcher. C'est fou. Mais je crois que moi, je commence à viser ça un peu là. Mais slay. Vraiment, je commence à viser ça. C'est vraiment un truc sur lequel je travaille avec une thérapeute que je vois depuis genre 2 ans. Et c'est vraiment sur ce truc-là qu'on va. C'est à partir de maintenant, tu t'élèves à un mec qui a les mêmes ambitions que toi en termes d'intellect émotionnel. Et il y en a pas beaucoup, donc en fait, attention. Voilà. Je crois que ce qui fait peur dans ça, c'est de se dire je vais juste être seule en fait parce qu'il y en aura pas quoi. Mais je crois bien qu'il y en a. Ouais, mais est-ce qu'ils sont pas déjà pris? Est-ce que plus le temps passe, comment ils sont dispo quoi? On ne peut pas tout avoir, Clem, tu plaisantes ou quoi? Non mais bien sûr, là la trentaine, on est confronté à des mecs en couple, des mecs mariés, les mecs bien sont les mecs en couple ou des mecs gays, donc bon pas dispo, des mecs mariés effectivement et vraiment c'est la chasse aux œufs. Tu sais que moi j'ai une copine qui date des mecs, ça lui est arrivé de dater des mecs de genre 40 ans. Elle m'a dit s'ils sont pires que tous. Bah moi c'était un quarantenaire. Elle m'a dit vraiment, elle se fait ghoster par des mecs de 40 piges qui ont des enfants genre. Alors il y a une règle hein, c'est que il y a pas d'âge. Je crois qu'il faut parce qu'on est toutes là à se dire viens on tente les quarantenaires, viens on tente 27 ans quand on a 33. Il y a pas de règle, il y a pas. En fait ils sont tous. Alors j'ai une théorie quand même globalement. Oui, mais j'ai une théorie justement dont on avait parlé avec cette copine, c'est qu'en fait, je crois que quand même un tout petit peu plus jeunes, ils sont un peu moins cons. J'ai l'impression aussi peut-être. Parce qu'en fait, ces mecs de 40 ans ont connu une vie sans les applis. Et il y a eu en tout cas moi ma pote c'était des mecs qu'elle rencontrait sur les applis. Donc c'est-à-dire que genre si les applis ont dit que ça fait je sais pas 15 ans, 10-15 ans que c'est vraiment à balle, se dire que eux, jusqu'à 25-30 ans, ils n'avaient pas ce large choix de meufs. Ils se sont réveillés un matin avec les applis et pouvoir avoir plein de meufs. Et je pense que ça les a rendus fous. Là où les plus jeunes, depuis le début, ils savent comment ça marche et en plus, ils sont plus éduqués sur plein de trucs et tout. Oui. Mais je pense que ceux vraiment qui ont eu une vie sans les applis et qui, genre, à 40 piges se foutent sur les applis,
ça les rend fous de voir plein de meufs et de savoir qu'ils peuvent les avoir facilement et tout. Oui, puis pour peu que ce soit un quarantenaire qui a déjà eu sa vie, machin, moi, mon ex, c'était un daddy, enfin, il avait eu sa meuf pendant 10 ans, il a eu une fille, machin, enfin, donc pour peu que ce soit un gars qui ait vécu le grand truc, là, si tu le prends à 40 ans, laisse tomber, crise de la quarantaine direct, le mec, mais là, enfin, tu vois, le mec, il va devenir fou. T'es en train de me raconter une histoire où, du coup, ce mec qui était un gros daron, avec tout le respect, t'as appelé en mode pour que tu le enfin, oui. Et n'a pas regardé la vidéo sur la crise d'angoisse que je lui ai envoyée je ne sais combien de fois. Ils sont chiants, papa. Putain. Franchement, ils sont chiants. Et c'est plein d'obstacles. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est que, en fait, on slay de ouf parce qu'on prend soin de nous. En fait, c'est ça la grande différence des femmes et de cette génération de femmes aujourd'hui. C'est que moi, toutes les femmes autour de moi, elles prennent sur elles prennent soin d'elles, elles apprennent à se connaître, elles n'attendent pas qu'un mec débarque pour dire tiens, je te donne le conseil d'une psy. Non, on cherche sur internet, on sait faire, on machin, on se les mais il y a une étude qui a été faite sur ça, je sais plus comment c'était tourné exactement, le titre, mais en gros, qui disait que c'est la première fois de l'histoire où les femmes, n'attendent plus des hommes, ou je sais plus comment c'était tourné, mais en gros, c'est pour ça que ça se plus indépendante, on s'est plus émancipé et tout. Il y a jamais eu, exemple, il y a jamais eu autant de femmes qui ont un chien seul. Ça n'existait pas dans les années 80-90. Et c'est pas pour faire le comparatif à un homme, mais c'est pour dire que il y a une forme d'indépendance et moi, je peux avoir un chien. Parce que c'est quand même une forme de charge mentale. Vraiment mentale au quotidien d'avoir un chien, de s'en totalement. occuper et tout ça. Et financière. Et financière. Voilà, il y a un truc tu vois, le nombre de meufs qui ont un chien solo, ça n'existait pas à l'époque. C'est trop marrant. Et je me fais la réflexion là, on dit, enfin, tu disais maintenant que tu veux être qu'avec des mecs qui ont le même, je sais plus comment t'as tourné ta phrase, intellect émotionnel. Le même intellect émotionnel. Moi, si je suis full honnête là, je me demande si je tombais sur un mec comme ça, ça me ferait pas un peu peur, si je serais pas un peu déboussolée, tu vois, de pas avoir quelqu'un à materner un peu ou à... Franchement, je pense, en full honnête, que ça demanderait un petit travail sur moi. Ouais. Certainement. Meuf, il sait se débrouiller tout seul, genre t'es pas obligé de... Mais meuf, je pense que quand t'as full materné, il y a un moment, stop. Je crois que vraiment la patience, enfin moi en tout cas, ma patience, elle a eu des limites là-dessus. Et je le remarque avec donc les 2 derniers mecs que j'ai fréquentés. Ça aurait été il y a 5 ou 6 ans, je serais là encore avec eux en train d'essayer de trouver des solutions de machin. Les 2, j'ai bazardé la relation parce que je savais qu'il y avait plus rien à en tirer et que j'ai pas ce temps-là à perdre. Donc je pense qu'il y a quand même une évolution qui s'est faite là-dessus. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, ma seule recherche, c'est un mec intelligent émotionnellement qui fait sa vie. Il fait sa vie, il se prend en charge, il sait ce qu'il a à faire et il est un petit cœur. Ouais, un petit cœur, genre full partage, voilà, une petite fée douce, full partage d'émotions, communication, mignon, et on est au même, au même échange, quoi. Et du coup, toi, tu serais capable d'être vulnérable et de parler aussi de tes émotions à ce mec. Ah oui. Mais moi, je suis capable de parler de mes émotions à tout un chacun. Je comprends, je suis d'accord et c'est la bonne solution, mais je me dis, tu sais, des fois, tu peux être tellement habitué à t'occuper et à materner que genre t'es pas au courant de toi, enfin de ce que toi, non mais moi je le fais quand même, moi je le fais quoi qu'il au début de n'importe quelle relation, quasiment au premier date même je peux, si la vibe elle est là, je peux me confier là-dessus au premier date si je sens qu'il y a une réception. Maintenant toute la question c'est comment ça va se passer après, les jours suivants, les mois suivants. Est-ce que la personne prend en considération ce que j'ai raconté au début, ou est-ce que il a fait le gars au début en mode je t'écoute grave, ouais super, et derrière je m'en bats les reins. Donc et c'est pour ça que moi je préfère direct aller là-dedans, parce que et tu dis quoi alors? Bah je dis je suis zinzin. Complètement zinzin gros. Je suis sous antidep, j'ai un trouble anxieux, je fais des crises d'angoisse, nanani nana. Non mais tu vois, au moins ça annonce la couleur. Et est-ce qu'il y en a ça t'est déjà arrivé qui te disent je peux app? Non, pas au premier date comme ça, parce que je pense que je suis trop marrante et qui doivent se dire putain elle est quand même un personnage, elle exagère, et par contre les semaines passant peut-être c'est un peu genre oula ou non c'est trop. Mais ouais non, j'ai aucun mal à confier, mais même aux meufs que je rencontre, aux copines, je me dis c'est fin,
Non, mais c'est du vrai sujet universel, sûr. ça fait partie de moi, j'ai envie d'en parler. Alors évidemment, je vais plus ou moins confier selon la personne et selon le confort dans lequel je me trouve. Mais tu vois, le dernier mec que j'ai vu, en l'occurrence, il était très très axé sur la santé mentale et lui aussi avait des problèmes de foufou. Du coup, bah forcément, le premier date, on s'est confié à mort là-dessus. Et c'était génial. Ok, trop bien. C'était génial. Et tu vois, moi typiquement, un gars qui a une santé mentale un peu en carton, je suis chaud. S'il prend soin de lui. S'il prend soin de lui. Parce que je trouve que c'est une vraie démonstration de recul et de mec badass qui fait, oula, ça tourne pas forcément toujours rond là-dedans, mais je vois un psy. Waouh, slay. Moi, j'adore. Un mec qui fait ça, j'adore. Ok. Mais par contre, qu'il soit un peu constant derrière, quoi. Intéressant. Tu vois, fou du bus, mais pas trop. Ouais, non, mais je capte. Je vois beaucoup de meufs sur les réseaux qui disent, ouais, moi, je veux un mec, qui est intelligent émotionnellement et qui a fait une thérapie, machin et tout. Comme si, est-ce qu'on en demande pas trop peu? Enfin, est-ce que c'est pas juste, non, parce que là, je pense, peut-être c'est retombé un peu, mais il y a quelques années, quelques mois, c'était vraiment, tu le disais comme si c'était un truc. Si, encore, je crois. Encore un peu? Ouais. Nous, comme avec c'était mes copines, quand on date un gars qui est en thérapie de plusieurs mois, on est là, si, c'est trop bien. Ah ouais. Ah non, c'est dramatique. La barre est basse, mais justement parce que, parce qu'on part de loin. La barre est basse. Ouais. Je te rappelle que le mec avec qui j'ai été pendant 3 ans, je lui ai envoyé une putain de vidéo de 12 minutes YouTube, il a pas pris le temps de la regarder. Donc la barre est très très basse. Et s'il l'avait regardé en plus, c'est vraiment 6 minutes, mec. Et s'il l'avait regardé, je me serais dit oh trop mignon. Voilà, en fait c'est ça. C'est ça le problème, c'est que s'il l'avait regardé, je vais pas dire toi, mais je vais me mettre à ta place. Moi, j'aurais dit à mes copines, putain, il est trop mignon, il a regardé. Il l'a regardé direct, que je m'en ai parlé derrière. Même pas, il l'a cherché, j'étais en mode, putain, on a discuté et tout, il est trop ouvert d'esprit. Non, c'est dramatique. Non, la barre est très très basse. Ok. Et comment on fait pour relever un peu cette barre? Est-ce qu'on se regarde dans le miroir et on se dit peut-être un peu mieux? On fait un peu mieux, on va chercher un peu mieux que ça. En fait, quand là, moi, c'est le taf que je suis en train de faire en ce moment, c'est on ne perd plus de temps avec dès lors qu'on voit quelque chose qui ne pourrait pas nous convenir sur le long terme, qui nous fait un peu des frissons, que notre corps réagit, qui nous paraît être un peu un red flag, ou voilà, tu te connais trop bien, tu sais pertinemment que ce trait de caractère-là, tu pourras jamais le changer, parce que ça a rien de changer les gens d'essayer de le vouloir, ça ne marchera pas. On le redit. 2, ça ne te conviendra pas, tu le sais pertinemment. Tu écoutes ton instinct et tu le sais. Ouais, mais est-ce que dans ces moments-là, on se raconte pas que ça va, je m'y ferai. Mais arrêtez. Il faut arrêter. Ouais, mais comment on arrive à avoir le recul de se dire là, je me fais croire que ça va aller alors que ça va pas aller, genre. Je pense que c'est un. Parce qu'en fait, c'est littéralement ça le problème. Quand il y a de l'amour, tu te dis mais oui. tu n'entends pas ça. Non, mais bien sûr. Après, évidemment, c'est bien trop facile à dire là, tout ça. Oui, non, mais on le dit quand même, c'est toujours bon, ça tombera dans l'oreille de quelqu'un qui a besoin d'entendre. Reprenez-moi il y a 3 piges, j'étais sur cette dernière année avec ce gars, 1000 fois, j'aurais dû faire stop meuf, enfin, voyons. Mais est-ce que tu y as pensé et tu t'es dit 100 fois j'y ai pensé. Ah, tu y as pensé, mais tu n'as pas osé ou tu te sentais pas capable de le faire. Et même au début de notre relation, j'étais là, il y a aucun monde dans lequel ça va me plaire sur le long terme. J'étais d'une malhonnêteté et alors qu'est-ce qui faisait que tu n'y arrivais pas, quoi? I swear to God, je ne sais pas. Non, mais je me disais vraiment, il est pas si pire. Il est pas si pire. C'est un gaucho. Voilà. Non, je rigole. C'est un gaucho. Il est. Non, mais on avait tellement de trucs pas communs en plus. Ouais, mais en fait, je vois le truc où t'es love et tu dis, ouais, mais après c'est bien d'être différent. Exactement. Non, mais je vois exactement. Différent. J'étais là, c'est trop bien d'être différent. C'est trop bien. On s'aime quand même alors qu'on se comprend, alors qu'on est différent. Il y a des trucs qui me plaisaient, je me raccrochais à ça, en fait, tout simplement. Alors qu'il y a des trucs qui auraient dû être rédhibitoires. Oui, voilà, en fait, il y a des trucs juste maintenant, enfin, je le sais, si je suis honnête avec moi-même, c'est rédhibitoire. Donc, là, tu vois, les 2 dernières relations qui sont terminées pour moi, notamment la dernière qui a duré 2 mois, pour le coup, c'était un match explosif. Je le kiffais de dingue. Mais voilà, pareil, on voulait pas la même chose, on s'engageait pas dans la même chose, et ça dégage. Alors qu'il y a quelques années, j'aurais dit non, tant pis, je continue à apprendre ce qu'il y a à apprendre. Non. Ça dégage, ça va me faire mal au cul à un moment donné, je dégage. Et donc là, j'imagine que ça t'a quand même fait un petit peu mal sur le moment. Exactement. Mais pas tu trop, confirmes que c'est plus rapide comme douleur que... si la fin avait été dans 3 mois, là, je serais... ouais. J'aurais le cœur bazardé en 1000 morceaux. En fait, ouais, on a souvent du mal à se dire ça, mais le plus tôt est le mieux. Hein. Complètement. Là, si je sais
que lui et moi, ça n'ira pas plus loin pour des raisons très claires. Oui, Très c'est claires pour mathématiquement. moi. C'est mathématique, ça ne marchera pas, je le sais, je l'ai déjà vu par le passé. En fait, c'est vraiment l'expérience qui te permet qui te permet d'acter ces trucs-là. C'est l'expérience, la remise en question, le bon entourage aussi, les copines. Mais c'est vrai, tu dis l'expérience et il y a vraiment un truc. Alors, deux choses là, expérience et copine. L'expérience, je pense qu'il faut pas hésiter effectivement à tèche des gars dans le respect, enfin avec la bonne façon de faire. Mais quand vous l'aurez fait une fois, deux fois avec des mecs de Hinge dont de toute façon vous attendiez pas grand chose et vous êtes pas raccord, donc juste ça va vous montrer que vous êtes capable de le faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui sont dans des relations, elles sont en mode je peux pas, je suis pas capable de le faire alors que vraiment je vous jure vous êtes capable de tèche quelqu'un. Bien sûr. Il faut à force de le faire se détacher et se dire en fait c'est pas méchant, c'est pas un truc, juste on s'entend bien, il y a pas de souci, juste ça va pas marcher donc vas-y on arrête. Et je pense que c'est très important en tant que meuf de le prendre des fois la décision de soi-même et de pas toujours subir, parce qu'en fait ce truc où tu dis je serais resté, j'aurais attendu, j'aurais pris ce qu'il y avait à prendre et tout, bah en fait la finalité généralement c'est que c'est lui qui va arrêter. Exactement. Et que ça te met dans un truc où tu dis bah c'est tout le temps le mec en face qui arrête les relations, te fais larguer, c'est tout le temps moi qui me fais tège et tout, alors que si dès le début tu te fais confiance, tu l'avais fait et tu sais que t'es une bête de meuf solo, ça vous donne de la confiance en vous de se dire en fait je suis vraiment capable de me barrer si un truc qui me plaît pas et 2 semaines après vous rencontrez un autre gars et on a tellement eu l'habitude d'exister dans le regard des hommes, vraiment vraiment. Et ce que tu dis sur les copines, c'est aussi très important de parler de ces choses-là avec vos copines, même si vous êtes dans une situation où vous vous sentez un peu minable et tout, parce qu'en fait généralement quand on parle tout le monde où on y est tout le monde y est déjà passé, c'est hyper important je trouve de verbaliser ces problèmes de relations et d'être full honnête et de pas enjoliver les choses et tout, parce qu'en fait même à vous de le dire, je trouve, enfin même pour soi de le dire à voix haute à des gens, ça rend le truc réel et des fois t'es en mode quand tu racontes à 1, 2, 3 copines, t'es en mode bah ça pue la merde en fait. Oui, tout à fait. C'est maintenant que ça fait 2-3 fois que je raconte l'histoire à voix haute, je me rends compte de me dire ça en pue la fait merde. ça pue la merde. Ouais, totalement. Trop bien, trop intéressant. Est-ce qu'on passe à notre petit jeu? Oui, avec plaisir. J'adore. Alors, on va dire qu'on est un peu le tribunal. Ok. Je te donne des situations très fastoches, une phrase. Tu me dis si la personne est coupable ou non coupable et tu peux un peu argumenter. Ok. T'as le droit, voilà. Je peux argumenter aussi. J'ai le droit de jouer en fait ou pas. C'est mon jeu, merde, c'est mon podcast. Ghoster après 3 dates. Non. Pas coupable? Coupable. Ah, coupable. Ouais. Pourquoi? Bah, tu ghostes pas, tu dis que tu veux plus voir la personne. Non, je suis contre. Très bien. Je suis contre, je trouve qu'on se doit quelque chose, quoi qu'il arrive, dès lors qu'on entre dans un début de relation, quel qu'il soit, et il n'y a pas de question de... Après, on peut se le dire par message, il n'y a pas de souci. Of course. On va pas se faire un rendez-vous pour se dire en face, viens, on se voit plus. Chose qu'on ferait si on se quitte au bout de 3 ans, bien sûr. Mais non. Pas de ghosting. Je suis d'accord avec toi et je remarque un truc chez des mecs qui se disent « Ah, je l'ai pas ghosté parce que finalement j'ai répondu », mais qui mettent vraiment 10 jours. Ouais. Et t'es en mode oui, t'as répondu au final, mais tu le savais depuis le jour 1, mais tu vois que ça fait 10 jours où tu te dis « Putain, est-ce que j'ai envie de la revoir ou pas finalement ?» Tu le sais depuis le début. N'attendez pas. Oui. Moi, ça m'est arrivé des mecs qui me disent « Ouais, désolé » et tout. Je suis en mode mais t'as fait quoi pendant une semaine? Tu vas me dire t'avais pas 2 secondes quand t'es au chiottes pour m'envoyer un message ou t'es sur ton tel pour juste me dire Et en plus, ça en vient à presque t'énerver sur un gars où t'en avais un peu rien à cirer avec tout le respect, mais t'es en mode, tu m'aurais dit la manière dont il traite, ça, tout de suite, ça tu me l'aurais dit jour 1, t'es pas obligé de me laisser 10 jours en silence. Ça arrange tout le monde. Arrange tout le monde. Ouais. Ok, très bien. Regardez dans l'hôtel de son mec ou sa meuf. Non, contre. Coupable. Hein. Ouais, coupable, malheureusement. Ouais, moi aussi. non, mais c'est... Non. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Moi non plus. Et j'arrive pas à comprendre la sensation que ça doit faire de stress de chercher. Enfin, bah en fait, je peux comprendre le cas désespéré d'avoir des soupçons d'être dans le mal et du coup d'aller fouiller. Et d'ailleurs, en général, les meufs qui m'ont raconté ça ont trouvé ce qu'il fallait trouver. Donc elles, jamais de la vie, je leur en veux d'être allées fouiller. Bien sûr que non. Mais effectivement, de manière générale, non, pas fouiller dans les affaires de l'autre. Et ça ne fonctionne que si on est sur un total pied d'égalité, de confiance et dans une relation trop bien. Et dans ce cas-là, c'est super. Il y a pas besoin d'aller fouiller le jardin secret de l'autre. Ouais, je trouve ça fou. Même en ayant rien à cacher. Ouais. Si quelqu'un allait dans mon tel, bah oui, il trouverait.
De toute façon, il trouverait. Mais je me sentirais, genre, je me mets dans le truc inverse, genre, tu vois ton gars qui est en train de fouiller dans ton tel, tu sais que t'as rien à cacher, tu sais, et t'es en mode, waouh, enfin, tu vois, moi, j'ai rien à cacher, pour autant, j'ai pas envie qu'on lise mes conves avec mes copines. Même si c'est pas des secrets d'État. Non, mais c'est ton intimité, genre, tu vois. T'as rien à cacher, mais t'as aussi des trucs qui t'appartiennent. Ouais, voilà, c'est pas ouais, exactement. Quand t'as rien à cacher, en vrai, enfin, si la personne veut trouver un truc qui te mettra en porte-à-faux, elle trouvera, donc ça ne sert à rien. Très bien. Mettre volontairement du temps à répondre. Pour se faire un peu, Flemme. Ah, fou la flemme. J'ai plus l'âge. Plus l'âge. J'ai vraiment non. Fou la flemme. C'est non, fou la flemme. Et ça, tu vois, typiquement, c'était une manière de dater à ma vingtaine. Ouais, je capte. Quel enfer. Là, il a mis 1 heure, donc je vais mettre 1 heure 2. Oh là là. Ouais. Non. Et même de manière générale, dire ses sentiments très simplement. Genre, j'ai envie de te revoir, je te kiffe. Oui, et en fait, être honnête, quoi. Vraiment. Ça n'engage, encore une fois, à rien. Genre, non. C'est cool de dire j'ai envie de te revoir. Ouais. Ça veut pas dire peut-être passe-moi la bague au doigt. Non, du tout. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce que je pense vraiment qu'il y a plein de gars qui croient ça. Il y a des gars qui, même eux, ne verbalisent pas le truc. Ou alors, à l'inverse, s'ils te disent j'ai envie qu'on se revoie, vont dire bah ouais, mais enfin, vont avoir l'impression d'avoir fait un truc de ouf et tout. Enfin, on peut dédramatiser tout ça et juste se dire on a envie de se voir. Ça veut pas dire qu'on va se marier, c'est juste dire qu'on passe du bon temps. On a envie de se voir ce soir et vraiment peut-être demain j'aurais pas du tout envie de voir ta gueule. Je me rends compte que un mec qui peut-être m'intéresse pas tant, si d'un coup il met un peu de temps à me répondre, ça va me donner quand même plus envie de lui parler. Ouais. Et je vais être mais pourquoi il me répond pas? Oui, évidemment. Toujours chercher. Et par contre, au moment où il me répond, je me rends compte que je le kiffe pas tant parce que je suis pas en mode trop bien, je lui réponds. Je suis en mode c'est bon, j'ai ma petite dose, je vois qu'il pense à moi, je continue ma journée. Genre. Oui. Bah, parce que t'as envie de plaire et voilà. Ouais. Il y a de ça aussi. Pas cool. Rester ami avec un ex. Moi je suis pour dans l'idée, mais je suis amie avec aucun de mes ex. Mais ça m'a l'air très sain. Moi, il y a des gens même qui disent quand t'as vu quelqu'un à poil, t'es plus pote avec, genre. Non, je pense pas. Ça, je pense qu'il faut le dédramatiser. Et je pense que normalement, si t'as été dans une chouette relation, normalement vous avez donc été un peu amis, vous avez partagé des trucs. En fait, voilà. Pourquoi ne pas être amis derrière? Je vois pas du tout le problème. Néanmoins, moi, comme quasi toutes mes relations se sont mal finies, je suis amie avec aucun de mes ex parce que j'ai eu besoin de couper court direct et par la force des choses, on s'est jamais franchement revus. Il y en a un ou deux à qui je parle en mode patati patata, mais c'est tout. Mais du coup, quid de cette amitié? Est-ce qu'il y a quand même des trucs à faire, à pas faire? Genre demain, ton mec te dit je vais déj avec mon ex. Et tu n'es pas invité. Ouais. Si mon mec me dit je vais déj avec mon ex et je sais déjà qu'ils sont potes et que c'est resté comme ça et tout, ok. S'il me dit c'est la première fois qu'on se revoit avec ma dernière ex, on va. Il te le dira pas, t'inquiète. Quoi qu'il il le dira pas. Donc là peut-être je me dirais si, pourquoi faire. Voilà. Mais bon, tout est sujet à de toute façon communication et dans ce cas-là, les choses peuvent très bien se passer. Oui, il y a pas de vérité absolue, ça dépend de la situation, ça dépend de la relation. Voilà, exactement. Mais en soi, je suis moi quand j'y pense à cette situation, j'arrive très bien à l'imaginer si par exemple, ils ont des enfants ensemble. Ouais, voilà. Je me dis, ils sont meilleurs potes, ils ont des gosses et tout. Bien sûr. Mais sinon, là, je me dis, oui, pourquoi faire? Donc là, moi, je vais manger, là, à midi, et toi, tu vas toute seule pendant que toi, tu vas manger avec ton ex. Ouais. Et je suis pas invitée, genre. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai pas compris. Dans ce cas-là, pourquoi je suis pas invitée? Non, mais mais après, je te dis pas que je fais une prise au gars, tout dépend. Tout dépend. Moi, je peux totalement être jalouse si j'estime. Enfin, tu vois, en fait, c'est du ressenti, quoi. Ouais, en vrai, franchement, c'est vraiment du ressenti. Et ne niez pas les ressentis des gens. Ouais. Parce qu'en vrai, ça dépend de la situation. Si vous dites, c'est ok d'être ami avec mon ex, mais que votre meuf, votre mec, ça lui pose un problème. C'est sujet à discussion, je vous dis pas de couper les ponts, tu vois, mais de comprendre ce qui pose problème et d'où ça vient et tout, parce que tous les ressentis. En fait, moi, j'avais un ex qui était complètement pote avec son ex et on le voyait ensemble et il la voyait seule, c'était complètement ok, donc voilà, désacralisé. Pour autant, il m'a présenté un jour sa meilleure pote, j'ai eu un feeling, mais laisse tomber. J'étais là, cette meuf me déteste et je pense qu'elle veut serrer mon mec. Voilà, je pense que c'est très clair. Donc une jalousie soi-disant mal placé à ce moment-là, lui évidemment m'a dit mais non, t'es folle. Penses-tu que un mois après, elle lui a écrit une lettre d'amour? Ah ouais, c'est intense, une lettre d'amour. Une lettre d'amour en mode manuscrite, partons ensemble toi et moi jusqu'au bout de la vie. Voilà, donc vraiment je maintiens,
Je crois qu'il faut franchement faire confiance à notre instinct. Ouais. Et vraiment, ces red flags, un gars qui en face te dit, mais non, t'es folle, tu dis non. Non, bah vas-y, nique ta race. Totalement. Et si toi, demain, t'es avec un mec, t'es pote avec ton ex, et ton mec te dit, je peux pas. Cette amitié, je peux pas. Bah, va falloir me la justifier, hein. Ouais. Va falloir me justifier pourquoi. Parce que avoir le contrôle sur mes amitiés... En vrai de vrai, je dis la vérité, je pense que tout le monde, dans nos amitiés avec des ex, des gens avec qui on a fréquenté et tout, entre soi et soi, on sait très bien si c'est chaud ou pas. Ouais. Même si on dit, ça. même si la personne elle te dit non mais il y a R et tout, Ouais. elle sait très bien s'il y a un truc, elle le sait. Oui, totalement. Donc encore une fois, ça dépend. C'est vraiment comment se mettre à la place des gens et comment j'aimerais qu'ils réagissent dans l'autre sens. Oui. Ça veut pas dire couper la relation, ça veut pas dire peut-être, mais ouais, ça porte à débat, à discussion, à réflexion. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Waouh! Aïe! Là, je vois 1h39. Je sais pas combien de temps j'aurai au montage, mais les gens m'ont dit plus c'est long, mieux c'est. Excellent. Très bien. Est-ce que tu as une promo à faire? Déjà, allez la suivre sur Insta, TikTok, si ce n'est pas le cas, of course, je mettrai tous les liens. Non, en fait, j'ai plein de projets en préparation, donc je n'ai pas de promo à faire, et en plus, je peux même pas trop teaser sur tout ça, mais oui, suivez-moi sur les réseaux. Tout à fait. Je mettrai les liens de ton court-métrage, de avec tout plaisir. ce qu'on peut regarder, écouter ton podcast. Oui, Café avec Fraté. Disponible sur toutes les plateformes audio, podcast que je fais avec mon frère. Et vous parlez de quoi dedans? Est-ce qu'il y a un thème Ouais, on parle de relations entre frères et sœurs. Génial. Ouais. Et vous invitez des frères et sœurs? Pas encore, mais on aimerait bien. Ce serait trop génial. Cool de venir parler de son frère ou sa sœur. On aimerait bien, mais comme pareil, on est méga homemade. On fait ça chez moi, dans 30 mètres carrés. Il y a un peu un truc de... La personne qu'on invite, faut vraiment qu'elle soit... voilà, ok avec mon intimité. C'est-à-dire qu'on tourne quasiment dans mon lit. Ouais, bah c'est comme ici, mais hein, oui, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ma porte des chiottes ne ferme pas, donc toute personne qui vient dans mon podcast est tout de suite très intime avec moi. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir accueilli. Avec plaisir, et je te souhaite je t'envoie plein de bonnes énergies pour ton long métrage. Merci. J'espère que je pourrai aller le voir au ciné peut-être dans mon 5 rêve. ans. Mon rêve. Mais vous en aurez entendu parler ici pour la première fois peut-être. Oui. Bisous. Bisous.